Bonjour, je suis Jean-François Ridel de la ferme Ridel à Saint-Césaire. Vous écoutez le podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler d'une petite affaire. C'est nouveau sur Spotify, on peut maintenant donner une note. Puis meilleures que sont les notes, plus qu'on a de notes, mais mieux que ça, le podcast va être comme ranké au niveau des recherches sur Spotify. Donc, tous les podcasts qui sont semblables, mettons, aux miens, dans les mêmes catégories. Il n'y a pas la catégorie agricole, malheureusement, mais dans business, affaires. Donc, plus que j'ai de notes, ben, meilleur que va être mon ranking là-dedans. Et puis aussi, je voulais vous parler de mon site Patreon, un abonnement payant. C'est sûr que le premier défi, c'est d'amener le monde à écouter les podcasts, à les habituer à écouter le podcast. Deuxième défi, c'est d'apporter le monde vers une plateforme qui est payante. C'est sûr que c'est pas quelque chose que le monde est habitué, de payer pour écouter quelqu'un. Sauf que tout l'argent qui est ramassé, écoute, moi, ça me sert à me rééquiper, racheter des micros, m'assurer d'avoir une meilleure qualité de son autant que possible. Donc, c'est pour une bonne cause, dans le fond, là. Puis aussi, on tombe créateur de contenu, fait que c'est le fun d'avoir un petit quelque chose pour tout le temps qu'on met là-dedans. Aujourd'hui, je suis avec un producteur qui est situé à Saint-Césaire, dans la Montérégie, M. Jean-François Ridel. Salut Jean-François. Bonjour Christian, merci de me recevoir. Ça fait très, très, très plaisir. Jean-François, ça fait longtemps, nous autres, qu'on se connaît, surtout via Twitter. On s'est rencontrés une fois, la première fois pour de vrai qu'on s'est rencontrés, c'était à l'ITA Saint-Hyacinthe, aux journées, là, tout de suite après le jour de l'an, là, le colloque Santé des sols. Oui, probablement. Puis je pense aussi qu'on s'était vu à l'Étoile, à Brossard. Oui, c'est par après, ça. Avec Jean-Philippe Boucher. Voilà. Avec Jean-Philippe, mais ça, c'est par après. La première fois qu'on s'était vu, c'était au colloque, là. Les premières années, là, je pense que ça avait commencé, ça fait une secousse de ça. Ça doit commencer, je pense, en 2012-2013, les premières fois de ce colloque-là. Là. Oui, probablement. Je ne suis plus trop le fil de ces choses-là, mais oui, nécessairement. Ouais, puis ça fait 2 ans que c'est complètement annulé. Je ne sais pas s'il y en aurait eu d'autres, mais c'était un colloque qui était super intéressant. Donc, allez, on va revenir à nos moutons. Écoute, Jean-François, moi, j'aime ça. Je fais découvrir du monde, je fais découvrir des productions au podcast. Et puis, tu vas nous parler un peu de toi, de tes origines, parce que avec l'accent que tu as, je pense que ça vient pas du Lac-Saint-Jean. Ça se peut-tu? En effet. Puis, c'est drôle, à l'université, on me décrivait toujours par le gars qui a un drôle d'accent. On ne sait pas d'où, c'est pas belge, c'est pas français, c'est pas québécois. Mais en fait, non, je suis né en France, en Normandie, dans le Calvados même. Donc, mes parents avaient une ferme avec quelques vaches. Je pense qu'ils me disaient 20 vaches, un tracteur. Et est-ce que c'était quoi? 20 hectares sur un rayon de 40 kilomètres pour venir s'établir au Québec et tout à coup passer à 80 hectares, 40 vaches en propriété. Ensuite, c'était 40 hectares en propriété et tout d'un bloc. OK, Alors, ouais. pour eux, c'était un rêve, c'était un grand rêve là, qui se réalisait que d'être beaucoup plus efficace là, dans un meilleur environnement de travail. Quoique, passer de l'hiver française à l'hiver québécoise, là, ils ont pas trouvé ça facile. Ouais, ça prend plusieurs couches de laine là, quand tu arrives au Québec. Là.
Oui, oui, puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent dans le sens qu'ils ont tout investi sur la ferme. Donc oui, ils ont mis beaucoup de couches de laine là, pour nous habiller les premières années. C'est-tu quelque chose, là on va parler un petit peu de la France, là. C'est-tu quelque chose qui est vraiment commun d'avoir des petites superficies, mais sur vraiment un grand territoire, comme tu disais une vingtaine d'hectares dans un territoire de 40 km, là? Je connais très mal la France, okay. Comme on en reparlera plus tard, là. Je le sais pas. Je peux pas très bien. Non, pas de problème. Pas de problème. Puis, c'est dans les quelles années que ton père est déménagé ici avec la famille? J'avais 3 ans, donc ça devait être en 74 ou 75. OK. Ça commençait, je pense, dans ces années-là, quasiment là, les premiers Européens qui venaient acheter des fermes au Québec, surtout des Suisses, là. Oui, probablement que les Suisses, c'était un petit peu après, mais être revenu encore un peu plus tôt, les terres auraient été encore moins chères, plus faciles à acquérir. Puis, vu ce vent d'émigration, ça a fait remonter un peu le prix des terres aussi par la suite, là. Ouais, ben il y a eu une secousse qu'il y avait beaucoup d'Européens qui venaient acheter des terres. D'après moi, il y avait pas assez de... T'as pas rendu à grossir, j'imagine, surtout au début des années 80, le taux d'intérêt était cher. Tu sais, vous autres, vous vendez tout, dans le fond, où ce que vous êtes, puis vous arrivez ici, puis pour acheter une ferme, un roulant complet, là. Puis aussi, au lieu d'être locataire, puis avoir un petit lopin de terre, on arrive ici, on devient propriétaire. Donc, ça aussi, c'est un grand rêve, là. Oui, exact. Bon, puis là, vous êtes arrivé de la France, ton père a travaillé, je pense, un petit peu, parce qu'on a parlé un petit peu avant le podcast, il a travaillé un petit peu à l'extérieur, avant de se trouver une terre à Saint-Césaire. Exact. Donc, il travaillait à l'époque à la coopérative de Granby, où est-ce qu'il montait de la machinerie, il vendait des tracteurs White, si je me souviens bien, là, quand j'étais petit, ou des tracteurs Oliver aussi, peut-être. Puis, par la suite... Son objectif, c'est de trouver une ferme là, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et il s'est arrêté sur Saint-Césaire parce que, premièrement, c'était des belles terres. Et en plus, c'était pas trop loin de Montréal. Donc, avec une vision avec des enfants, où est-ce qu'éventuellement il faut aller à l'université, c'est un beau site, c'est un bel endroit, c'est un beau milieu. Oui, ça se fait assez bien là, pour monter à Montréal à partir de Saint-Césaire. Oui. L'autoroute 10 qui passe pas loin, fait que... Ah, tout à fait. Mais en fait, c'est juste au bout de nos terres même. Mais oui, de chez moi ou de la ferme là, jusqu'au pont, c'est quoi, 40 minutes, là? Alors, c'est très acceptable. Ah, OK. Bon, ensuite de ça, vous avez acheté la terre là-bas. Ton père, est-ce qu'il a racheté d'autres terres au fil des années? J'imagine que oui. Oui, on a commencé avec 80, puis là, on est rendu avec 215. Les dernières terres qu'on a achetées, je crois que c'était en 2012 à peu près. Il y en a qui ont été achetées. On achète une terre à peu près aux 10 ans, aux 8 ans, là. Donc, en 80, en 90, en 2000 à peu près, puis en 2005, il y en a une autre qui a été achetée, puis la dernière, enfin, les deux dernières ont été achetées back-à-back, là, à peu près en 2011-12. OK. Et juste avant que ça devienne faramineux. Et encore, on trouvait ça trop cher à l'époque. Ça a tout le temps été cher, même quand il était à 125$ de l'AUX, c'était cher. Voilà. Bon, là, toi, ensuite de ça, un petit gars qui était sur la ferme, t'aimais ça? Tu disais qu'il y avait des vaches. Est-ce que t'aimais ça, toi, les vaches? Moyen. J'étais plus un gars de tracteur, de mécanique, de robot. Puis, en fait, après le secondaire, j'ai regardé pour aller étudier à l'ITA. Puis, c'est drôle, mais à l'époque, les initiations me faisaient peur. Alors, finalement, je me suis dit, je vais aller étudier en mécanique à Saint-Jean. Donc, j'ai étudié le génie mécanique pendant 3 ans à Saint-Jean. Puis je trouvais ça intéressant parce que justement, je pouvais réappliquer toutes ces connaissances-là de contraintes mécaniques à la ferme. Et un des projets qu'on a fait à ce moment-là, c'était l'installation d'un des premiers robots que Rovibiec a fait pour l'alimentation des vaches. Je
Je pense que ça s'appelait un DEC, là, DEC. De mémoire, ils nous ont dit qu'on était la 5e installation à peu près qu'ils ont faite pour l'automatisation de l'alimentation des vaches. Donc ça, c'est vraiment cool à l'époque, là. OK, oui. Puis bon, une fois que tu as fait tes études en génie, tu étais à l'université, après ça, perfectionner tes études, avoir des études encore plus supérieures? Ouais, si on veut, un des profs m'a dit, écoute, continue, essaie d'aller à l'université, tu verras bien si tu aimes ça. Puis à l'université, ce que j'ai choisi comme formation, c'était ce qu'il y a de plus versatile. Donc, au lieu de faire simplement de la mécanique ou de l'électronique ou de l'informatique, j'ai été vers l'automatisation parce que l'automatisation, c'est ça qui incluait justement de l'informatique, de l'électronique et de la mécanique, plus tout ce qui est d'automatisation de systèmes. Et pour ça, ça a vraiment été très, très intéressant. Puis, ouais, ça m'a permis de mieux comprendre tout ce qui est des ordinateurs. Puis, ce que j'avais déjà appris en mécanique, ça a été simplement bonifié pour être encore plus dans le détail, là. Puis ça m'a permis de faire quelques projets là, par la suite à la ferme aussi. Oui. Parce que c'est après ça que parce que tu as été aussi au Japon pendant une secousse. C'est-tu bien longtemps après tes études ou c'est peu de temps après? C'est enfin un stage. À l'ETS, on avait 3 stages à réaliser. Les 2 premiers, je les ai faits comme fonctionnaire à Ottawa dans l'imprimerie qui imprime les chèques fédéraux à Ottawa. Donc, il y avait un système de sécurité. Il fallait comprendre comment tous les réseaux fonctionnaient, comment les systèmes d'impression fonctionnaient. Bon, ça, c'était pour mes 2 premiers stages. Puis le dernier stage, je voulais aller à l'étranger. Et ma mère aurait bien aimé que j'aille travailler chez John Deere. Moi, je regardais aussi vers la Suède. Puis à un moment donné, l'université ont fait des présentations sur une opportunité pour aller au Japon. Puis j'ai un de mes amis qui m'a un peu tiré le bras et on va aller voir ça. Ça va être super le fun. Mais tu sais, le Japon, il fait chaud, il pleut. C'est un langage impossible à apprendre et on n'est pas pour aller se mettre les pieds là. Mais non, le copain était vraiment décidé. Puis il me tire le bras, puis on a été voir le directeur de stage en question, puis on regarde un peu les détails, puis il finit par nous demander notre moyenne à l'école. Fait que quand il a su ma moyenne, il m'a dit « OK, toi, on t'envoie au Japon. » Fait que j'étais parti. Au Japon. Là, tu arrives là-dedans, tu es arrivé à Tokyo ou... On est arrivé à Tokyo. C'était à l'intérieur d'un programme qui s'appelle le Co-op Japan Program, où est-ce qu'on était encadré, où est-ce qu'on nous trouvait une entreprise pour nous recevoir. Il y avait aussi de la formation pour apprendre le japonais. Donc, j'avais 2 cours à l'université à apprendre en japonais, plus un mois d'immersion à Vancouver. Puis de Vancouver, on est allé chacun dans notre coin. Moi, j'étais à Sapporo, dans le nord, sur l'île de l'Hokkaido, où est-ce qu'il y a d'ailleurs eu les premiers Jeux olympiques d'hiver du Japon. À Nagano? Non, à Sapporo. Ah oui, OK. Sapporo, c'est pas... la bière. C'est une marque de bière aussi. Ouais, mais avant ça, c'est une ville. Oui, non, on s'entend, là. C'est comme Milwaukee. C'est une ville avant d'être une bière, là. Voilà. Puis avant d'être des perceuses, là. Tout à fait. Oui, puis des drills. C'est vrai. Donc, c'est ça. À Sapporo, j'ai travaillé dans des équipements d'acquisition de données sur des plateformes Windows et des plateformes Mac à l'époque. Donc ça, mais j'étais tellement piochon comme informaticien à l'époque. Donc, mais ça m'a permis de me faire les dents. Puis, écoute, mon japonais était tellement nul que c'était particulier là. Ça a été un grand effort, un grand dépaysement. Je me souviens la première fois que j'ai acheté du dentifrice. Tu sais, tu arrives dans le magasin, la fille elle comprend pas un mot anglais. Puis là, tu as comme 50 sortes de dentifrice, lequel qui est celui que j'ai de besoin. J'en ai mis une coupe sur le comptoir. J'ai dit, écoute, j'essaie de pointer, là, brosser les dents, là, en faisant des signes. Puis là, elle en a pris un dans la gang. Fait que je suis parti avec ça, puis je l'ai acheté, là. Mais c'est le genre de challenge qu'il fallait faire pour se sortir de sa zone de confort, puis réussir à acheter sa bouffe à l'épicerie, à manger
à se rendre au bureau. Au bureau, il y avait des gens qui parlaient anglais, ça pouvait aller. Mais dans la vie de tous les jours, se faire un nouveau réseau d'amis, ça aussi, ça a été un bel effort. Alors, ouais, ça a été toute une aventure. Pendant, je pense que j'y étais 10-11 mois à peu près. Ah, tabarouette, OK. Puis j'espère que tu avais vraiment de la pâte à dents et non de l'antiflogistine là, pour te brosser les dents. Là. Ben exactement, c'est la question. Mais oui, c'était la pâte à dents que j'ai eue. Là. Je pense que j'ai racheté la même plus tard, là, juste pour ne pas prendre de chance. Fait que là, un premier 10 mois au Japon, tu étais juste dans les villes, tu te promenais-tu en campagne ou tu restais vraiment sur un site en particulier? Puis... à ce moment-là, on avait un bureau qui était peut-être à 10 minutes de marche de l'appartement. C'était à côté de l'Université de l'Hokkaido. Éventuellement, la compagnie a déménagé, puis on est arrivé dans un plus grand site. Mais moi, j'étais en vélo, puis on avait le métro. Sapporo, c'est plus petit que Montréal comme ville. Hein? Donc, il y avait comme 3 lignes de métro, puis c'est comme entouré de montagnes. Éventuellement, je me suis fait des amis d'Acadie, des Acadiennes. Alors, il y avait 2 Acadiennes qui enseignaient le français et l'anglais là-bas. J'ai fini, eux m'ont sorti un peu, on a été faire du ski dans les montagnes avec les collègues au bureau aussi, on a été faire un peu de ski. Alors, c'est ça qui m'a permis de m'épanouir un peu à travers tout ça. Puis, même, j'ai trouvé une Canadienne qui parlait français juste en avant, qui habitait en face de mon appartement. Ça, c'était bien amusant. Je me suis fait quelques amis japonais ou japonaises, peu importe, aussi. Et ouais, ça a été formateur. Là encore, c'était vraiment un environnement pour sortir de sa zone de confort. Les Japonais sont reconnus pour être extrêmement travaillants, travaillent 7 jours sur 7, des heures de fou. Quand tu faisais ton stage, fallait-tu que tu suives leur même beat à eux autres ou tu y allais à 40 heures semaine, mettons? Je te dirais que on était beaucoup d'heures au bureau, mais il faut comprendre qu'à la maison, l'appartement était, on peut pas appeler ça un appartement, à peine si on peut appeler ça une chambre, là. Un lit, puis un frigo, puis c'est à peu près tout. Donc, en restant plus longtemps au bureau, on avait accès à l'Internet. Et ça donnait un peu plus de vie, si je peux dire. Et maintenant, est-ce qu'on travaille toutes ces heures? Non, mais en tant qu'agriculteur, on a tendance à quand même travailler pour la peine. Mais je crois qu'on surfait beaucoup cette idée que les Japonais travaillent beaucoup, là, dans le sens que moi, j'avais un voisin de bureau qui prenait sa sieste là, à partir de 1h30 jusqu'à 3h. Il dormait, il ronflait dans ce bureau. C'était comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était vraiment particulier. Puis, même plus tard, j'ai eu des collègues qui me disaient on prend ça cool l'après-midi pour être sûr d'avoir du travail le soir puis faire du overtime pour payer la maison qui sont payés à 500 000. Là. Fait que, oui, il y en a qui travaillent fort, oui, il y en a qui mettent beaucoup de temps, mais il faut quand même relativiser les choses. Et le travail, c'est aussi un milieu de vie dans le sens où il y en a qui ne veulent pas trop rentrer trop vite à la maison non plus. Puis ils sont bien avec les chums, ils vont prendre une bière. La madame, elle est contente à la maison, elle fait ses affaires avec ses autres copines aussi, puis les enfants. Fait que là, tu as eu ton stage de 10 mois. On parle de quelles années à peu près? Ça, c'est Windows 95, 96. OK, ça fait une petite secousse, là. Oui. Puis, je dis Windows 95, c'est parce que Microsoft avait engagé plein de belles petites filles en mini-jupe pour faire la promotion de leurs produits un mois de décembre ou novembre, je crois. Ah ouais? Ça a été marquant. Fait qu'une fois que ton stage était fini, tu es revenu au Québec? Oui, puis là, j'ai pu finir mes études. Il me restait à peu près 1 an à faire à l'université pour graduer complètement. Puis par la suite, j'ai travaillé 1 semaine chez Monitrol. C'est rare que j'en parle, mais étant donné qu'on parle à des agriculteurs. Ouais, ça me dit de quoi, ça, Monitrol? Ils font des contrôleurs de ventilation. Puis, dans ce temps-là, c'était dur de trouver un emploi. Ça, on parle de 98 à peu près.
sais, tous les enfants de baby boomers, c'est nous autres, ça. Et alors que tous les baby boomers sont toujours en place et que trouver un emploi, c'est loin d'être comme maintenant. Et enfin, bref, Monitrol m'avait proposé un salaire, puis à Montréal, il y a une compagnie dans les télécoms qui vient m'en rajouter substantiellement plus. Alors finalement, j'ai changé pour travailler à Montréal, où est-ce que j'ai été, je pense que j'ai été à peu près 1 an et demi à Montréal avant de retourner au Japon. OK. Fait que t'es retourné après ça au Japon. Ouais, ben j'avais un ami, c'est un peu un maître de stage que j'avais là-bas, me disait, avec 10 mois au Japon, ton expérience, c'est bien cool, c'est bien beau, mais dans le fond, ça donne rien. Tu parles pas la langue, tu comprends pas vraiment les coutumes, tu n'es pas capable de gérer d'affaires. Si tu veux juste garder ça comme un petit trip, c'est bien, mais si tu veux approfondir la chose, il faut revenir au moins 2 ans. Fait que, OK. Je me suis lancé le challenge, je me retrouvais un nouvel emploi et je pense que j'ai envoyé 300 CV par email. J'ai reçu peut-être une cinquantaine non, je pense que c'était 30 réponses. J'ai reçu 10 entrevues, puis après avoir été, parce que je suis retourné au Japon, c'était en 98, fin 98, pour 2 semaines pour aller faire des entrevues. J'ai dû faire 10 entrevues, j'ai eu 3 offres d'emploi, puis j'en ai choisi une. Tabarouette. Puis toujours dans le même domaine, là, l'électromécanique, là, dans ce coin-là? Ouais, c'était pas mal informatique de façon générale. Là, puis les 3 postes, il y avait Sony pour les laptops Sony, il y avait Epson, c'est là que j'ai été travailler dans les GPS. Puis eux autres, ils avaient comme un premier téléphone, tablette avec un GPS intégré, c'est ça qui m'a intéressé. Puis il y avait une 3e compagnie je me souviens plus ce qu'ils faisaient, là, mais c'est une petite compagnie d'informatique plus près de Tokyo. Epson, OK, ça me dit de quoi, ça? Mais on n'en voit plus bien, là, ces téléphones. On n'en voit plus en tout, cette affaire. Ah, non. Epson, ils sont dans les imprimantes maintenant. Enfin, ce qu'on connaît de Epson, ce sont les imprimantes, les projecteurs, là, de façon générale au Canada. Ensuite, c'est une compagnie de semi-conducteurs, de petits écrans aussi. Donc, dans les semi-conducteurs, les cristaux, les clocks, qu'on appelle ça. Enfin, dans les composantes électroniques qu'on va retrouver sur les circuits imprimés, ils ont certains créneaux. Les processeurs avec GPS aussi. Ils ont travaillé beaucoup dans les GPS. Puis, ce qui est moins connu, c'est les montres Seiko. Seiko, en fait, c'est la compagnie mère de Epson. Et donc, c'est le groupe Seiko Epson, là, qui est quand même une grosse compagnie là, qui date d'avant... Je crois que ça date de la Première Guerre mondiale, en fait. Ouais. S-E-I-K-O? Seiko? Oui, Seiko. OK. Seiko, c'est un jeu de mots, en fait. C'est petit, c'est quelque chose qui est fin. C'est les micro-machines. Co, c'est pour industrie, donc c'est une industrie des petites machines, mais c'est aussi un jeu de mots parce que Seiko, c'est j'ai gagné un peu. C'est la réussite en japonais, donc c'est de là l'origine du mot. OK. Bon, là, tu as travaillé chez Epson, c'est ça? Oui. Puis Epson, c'est Electric Printer. Eux autres, ils ont été démarrés aux premiers Jeux olympiques de 64 à Tokyo. Puis à l'époque, ils avaient développé le premier écran. Je crois qu'ils ont développé tout le système de chronomètre, puis les systèmes d'impression des scores des athlètes aux Olympiques. OK. Ouais, mais des fois, les Jeux olympiques, ça permet à des compagnies de rayonner un peu au travers le monde, là. Tout à fait. Puis, ouais, c'est pour ça que ça a été une compagnie qui a quand même bien prospéré. Puis, un peu auparavant, si on repense un peu à la Deuxième Guerre mondiale, Epson était situé dans les montagnes. Alors, étant situé dans les montagnes, ils étaient loin de Tokyo. Au niveau des bombardements, le risque que leurs usines se fassent détruire était plus faible. Donc, de mémoire, ils ont travaillé beaucoup sur ce qui était les lentilles, puis certains micro-mécanismes qu'ils avaient besoin là, dans les avions, entre autres, je crois. Là. OK. Là, tu as travaillé là combien de temps cette fois-là? À peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Fait que tu revenais-tu au Québec de temps en temps, genre pour Noël, des affaires de même?
Je crois que je suis rentré, oui. Moi, je pense que je suis rentré une fois, là, après 1 an, là. Oui, j'arrive plus trop à m'en rappeler, là, parce que je suis rentré plusieurs fois, là, parce que par la suite, je suis resté plus longtemps. En fait, la blague, c'est que j'ai dit à mes parents que je partais pour 2 ans, pour mon deuxième voyage, puis finalement, le 2 s'est transformé en 3, puis en 4, puis en 5, puis finalement, je suis resté, des 2 ans, je suis resté 9 ans. Donc, au total, ça m'a fait 10 ans passés au Japon, là. Fait que là, j'imagine qu'après 10 ans, tu étais capable de commander plus qu'un trio. Tu pouvais demander un extra avec ton trio au Big Mac au McDonald's, là. Oui. En fait, la blague, un des derniers voyages que j'ai fait en taxi au Japon, je m'en allais voir la compagnie Pioneer. Non pas les semences, mais les systèmes de son, là, les télévisions. Ouais, les radios Pioneer, là, ouais. Je dis au chauffeur de taxi, excuse, là, faut que j'aille me chercher une bouteille d'eau. Peux-tu t'arrêter au dépanneur à côté? Puis, il m'a pas vu rentrer, il m'a pas vu sortir du taxi, mais c'est quand il m'a vu rentrer dans le taxi, c'est là qu'il s'est aperçu que j'étais blanc. Fait qu'il a fait le saut. Ah, il pensait que c'était un blanc-bec qui embarquait pour voler la place de son client. Ça veut dire que tu parlais, tu n'avais pas beaucoup d'accent, dans le fond, là. Pas tellement. Je fais des erreurs de grammaire, puis il manque du vocabulaire. Mon écriture est très mauvaise, là. Mais en frais d'accent, je me défends bien. Puis, je dirais qu'à partir du français, avec nos connaissances d'anglais, notre qualité de prononciation du japonais peut être très bonne. À quelques exceptions près, là, on peut être très, très bon en prononciation. Ah oui, OK. Puis, tu sais, pour l'écriture, c'est comme des petits dessins, eux autres, qui font. Oui, il y a 3 alphabets en tout. Donc, il y en a 2. Il y en a une qui est l'alphabet qu'on pourrait appeler, en bon québécois, on va appeler ça des shims. C'est un peu pour faire les... tu sais, à la fin d'un verbe, tu as le ER, tu as toutes les conjugaisons de verbes, là. Donc, ce sont des alphabets phonétiques. Ensuite, un autre alphabet phonétique qui sont pour les mots étrangers. Là encore, on est dans le phonétique. Puis la 3e alphabet qui sont vraiment des dessins, là, qu'on appelle des kanji ou les caractères chinois. OK. Puis, on peut en parler plus, là. Disons, il y a à peu près, en japonais, il y a 2000 caractères à apprendre pour atteindre l'équivalent de son secondaire 5. Pour ma part, j'ai comme stallé dans les 500 caractères, là. Fait que, en lecture, pas en écriture, mais en lecture. OK, puis c'est, mettons, quand tu vois, je sais pas, c'est comme une maison avec 4 toits, là, un mot des fois en japonais, c'est-tu difficile à lire ou, tu sais, quand tu vois ton dessin, il faut-tu que tu y ailles comme ligne par ligne? Comment ça marche, lire ça? Si on prend un texte normal là, sur un ordinateur, c'est de façon générale, c'est décrit de la même manière que nous. Au niveau d'un caractère en soi, les caractères sont composés par des radicaux. Il y a à peu près 200 radicaux. Puis un radical, ça peut être avec une signification d'un brin d'herbe, ça peut être une bouche, une montagne. Puis ils ont des formes d'écriture rapetissées pour pogner quelques radicaux ensemble, puis un radical va avoir une signification, un peu comme une racine latine. Puis un des challenges du japonais, c'est que le même caractère peut se prononcer de différentes manières. Donc, si on prend en français la racine latine ou la racine grecque, je crois, un même objet peut se dire de 2 façons différentes. J'aurais essayé de trouver un mot qu'on peut penser en français, disons Honda. C'est Honda. Hon, c'est des racines ou c'est l'origine. Puis Da, c'est une rizière. Puis si on prend Toyota, la partie Ta, c'est le même caractère, mais il ne se prononce pas tout à fait pareil. Là encore, c'est une rizière. Puis dans le cas de Toyota, de mémoire, c'est pas glorieuse, là, mais très, très prospère. Ça veut dire une rizière qui est très prospère, contrairement à Honda, qui est une rizière. C'est l'origine de la rizière. OK, mais Toyota, l'origine, c'était Toyoda.
la famille Toyoda, mais je pense qu'ils ont tout changé. Je pense qu'elle n'a pas changé de nom, que ce soit comme plus vendeur. Ou peut-être que ça... C'était une histoire qu'il y avait l'autre division de la famille qui faisait de l'équipement agricole puis ne voulait pas être associé aux équipements. Je ne sais plus si c'est agricole ou ils avaient autre chose à côté. Il était dans le textile. Ah, des machines à coudre. Il était dans le textile, oui, c'est ça. Puis ils voulaient séparer les deux entités dans ce sens-là, en effet. Là. Bon, puis les chiffres. Moi, j'ai déjà entendu parler que en japonais, mettons, tu veux dire 212. De la manière qu'ils vont dire 212, c'est 2, 10, 2. C'est-tu ça? Nikakuju. Oui, ben enfin, 210. Mais enfin, ça, c'est facile. Ce qui est tough en japonais, c'est 10 000. OK. Parce que 10 000, c'est comme un chiffre comme nous qui est comme 1000. Tu sais, nous autres, on va couper à 1000. À partir de 1000, tu as 1100 ou 2000, 3000 ou jusqu'à 1 million. Fait qu'on y va par 3 zéros. En japonais, c'est par 4 zéros. En japonais puis en chinois, si j'ai bien compris. Et c'est là que ça commence à être tough, je te dirais. Parce que quand tu vois un chiffre, là, si tu as, mettons, 100 000, OK, si tu veux convertir 100 000 en japonais, c'est plus 100 000, c'est 20 fois 10 000. OK. Puis si tu as 1 million, ben 1 million, c'est 100 fois 10 000, puis 10 millions, c'est ça, c'est 1000 fois, c'est ça, 1000 fois 10 000, tu vois, puis rien que ça, c'est là que c'est tough. Puis là, toi, tu parles encore japonais assez couramment aussi, je pense qu'à la maison. Oui, en effet, avec ma femme. Ma femme a été excellente. Elle est d'origine chinoise, en fait, là, juste pour complexifier tout. Là. Elle est d'origine chinoise, mais son japonais est excellent. Donc, elle a de la difficulté à apprendre le français et l'anglais. Il faut croire que les gens ici prennent pas assez de temps pour bien parler le français à nos immigrants. Et même moi, le premier, sauf qu'en tant que à la maison, des fois, tu veux juste communiquer, là, fait que communiquer, c'est en japonais que ça se passe. Puis tes enfants, eux autres, sont complètement fluents, j'imagine, français puis japonais? Ben, j'ai juste un fils, puis ma femme parle en chinois avec mon fils. Fait qu'à table, on a les 3 langues. Là. Moi, je parle en français à mon fils, ma femme parle en chinois à mon fils, puis moi, je parle en japonais avec ma femme. Ah, c'est bon! C'est assez pété quand même. Oui. Ben, mon fils est arrivé ici, il avait 5 ans, donc il a fait toute sa prématernelle, la garderie, il a tout fait au Japon en japonais. Oui. Fait que quand il est arrivé ici, je lui parlais en français au Japon, mais il parlait pratiquement pas. Et il y a quand même eu des cours de francisation en arrivant au Québec. Là. Ah ben, Colin, fait que là, il parle chinois, japonais, puis français. Puis anglais. Puis à l'école, il apprend l'anglais en plus. Oui. Son japonais est pas mal rouillé maintenant. Il a de la difficulté à s'exprimer en japonais maintenant, là, mais il comprend bien là, parce qu'il nous entend parler beaucoup en japonais. Ils écoutent beaucoup de dessins animés japonais là, tous les jours. Et tous les jours. On connaît les jeunes. Là. Maintenant, il a 19 ans. Il va avoir 19 ans cette semaine. Donc, beaucoup d'animés, là, comme on dit en japonais. Et ça doit lui garder un peu l'oreille. Mais parler, là, faudrait qu'on le renvoie passer quelque temps au Japon. OK. Peut-être qu'il va suivre les traces de son père et qu'il va aller passer 2 ans, 3 ans, 4 ans là-bas, là. Ouais, hein, ça fait mal au cœur d'entendre ça, là, savoir que Fiston va s'éloigner. Mais oui, en quelque part, oui. Là, puis même si c'est en Chine, là, je sais pas. Ce sera à lui de décider. Les deux figures sont très intéressantes, là, autant la Chine que le Japon. Là. Bon, fait que là, tu as fini de travailler au Japon, tu es revenu au Québec. Oui. Donc, en revenant au Québec, mon père était encore assez actif. Puis, pour garder un certain revenu, j'ai cherché des emplois en tant que consultant
on the side pour pouvoir quand même passer beaucoup de temps à la ferme. Et je pensais être capable de garder ce rythme-là quand même un certain temps. Là. Puis comme de fait, je pense que j'ai fait ça 3-4 ans. Là, à être consultant, j'ai aidé une compagnie qui était à Montréal, qui a développé de la technologie pour les télévisions 3D. Il y a eu un genre de buzz pour la télévision 3D. On parle de 2008 jusqu'à 2012-13 à peu près. Donc, j'ai aidé sur tout ce qui était des standards, donc communication à l'international, à comprendre comment fonctionne une télévision, comment fonctionnent les standards, enfin tout. Puis quand je parle de communication, c'est autant la communication entre pays qui doivent décider d'un standard que la communication, comment est-ce que l'électronique fonctionne à l'intérieur de tout ça. J'ai aussi travaillé comme consultant pour une compagnie qui avait besoin d'acheter des composantes pour des systèmes de traitement d'eau de ville. Un de mes emplois, c'était de trouver des filtres avec une particularité pour travailler dans l'ozone. Là, et j'ai pu voyager pas mal à travers la Chine. Puis j'ai pu faire quelques autres voyages aussi au Japon là, pour trouver des partenaires avec qui travailler. Alors, ça aussi, c'était des belles expériences. OK. Mais un des enjeux, c'est que je me souviens quelquefois d'avoir battu, mettons, jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, obligé de me faire remplacer pour aller prendre l'avion puis retourner, je me souviens plus si c'était en Europe ou en Asie, mais c'était pas évident de tout gérer ça. Puis même une ferme, je pense on a acheté une des terres, puis j'ai pas pu finir la négociation parce qu'il fallait que je reprenne l'avion pour aller je ne sais où, là. Alors, de fil en aiguille, c'est plus difficile de donner du temps, le temps juste à la ferme, parce que le travail à la ferme, ça reste que c'est un peu comme la chasse. Là. Quand c'est le temps de tirer, il faut que tu sois là, puis c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ta place. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, après ça, tu as décidé de plus délaisser ta job de consultant pour revenir sur la ferme à temps plein. J'imagine que ton père était comme mûr pour la retraite, tout ça en même temps. Aussi. Puis les compagnies que j'ai été, manque de chance, elles n'ont pas réussi à être pérennes dans le temps. Là. Il y a eu, enfin, pour différentes raisons. Donc ça a aussi facilité la décision. Donc oui, puis depuis, j'ai simplement focusé mon temps sur la ferme. Puis on the side, le temps qui me reste, ben, c'est là que je m'amuse à importer différents produits ou chercher des produits qui peuvent répondre aussi à notre ferme en premier lieu, puis éventuellement les revendre. Fait que là, tu es revenu sur la ferme officiellement à temps plein à partir de quelle année? Bonne question. Je te dirais 2014. OK. 13, 14. Je m'en souviens plus. Parce que c'est quand même très progressif. Autant en 2008-9, peut-être que je passais le tiers de mon temps à la ferme, puis c'est passé aux 2 tiers, puis probablement que oui, rendu en 2013, c'était 95% de mon temps, là, puis voilà. Et puis là, aujourd'hui, bon, c'est toi qui run la ferme. T'es président du Club Action Billon, mais avant que tu arrives sur la ferme, ton père, était-tu déjà dans la culture sur Billon ou c'est toi qui amenais ça? Ah non, mon père est quand même un innovateur. Puis en parlant d'innovation, je pense qu'il faut souligner le fait qu'il était un des premiers agriculteurs en France à avoir développé le maïs. Ici, on était dans les premiers à avoir le robot. Il a été dans les premiers à essayer de faire du semi-direct. Il a été assez tôt à faire du travail réduit dans les sols. Pas nécessairement qu'il l'a bien fait. Néanmoins, il a toujours essayé différentes choses, là. Puis moi, c'est par mon voisinage, là, on a des gens à Saint-Jean-Baptiste là, qui sont de fiers producteurs sur Billon qui nous ont suivis là, pour nous aider à faire une transition tranquille là, vers le Billon. OK. Puis là, je sais que tu fais du contrôle de trafic contrôlé, là, surtout avec les GPS, ça aide parce que tu as créé sur un tracteur qui est vraiment spreadé 120 pouces, mais comme des supports pour retenir des essieux, si on veut. Oui. Ben, à l'origine de cette histoire-là, c'est que
on voulait acheter un tracteur pour faire du contrôle trafic. En fait, mon père m'avait même parlé d'un conférencier qu'il avait entendu. Je pense que c'était un monsieur, j'ai oublié, enfin, des États-Unis qui faisait du contrôle trafic. Et enfin, mon père me poussait, il faut faire ça, il faut faire ça. Fait que dans cette réflexion-là, on s'est dit, ça va prendre un nouveau tracteur. Le tracteur que j'ai fini par choisir, on me l'a vendu à 120 pouces, mais on me l'a livré à 100 pouces. En me disant, tu le mets plus large, là, ça se peut qu'il ne soit pas garanti longtemps. Au pelaille. Puis, écoute, on achète un tracteur 100 quelques mille, là, puis pour faire une job, puis là, tu t'aperçois qu'il ne sera peut-être pas capable. Puis si on veut vraiment être capable de faire la job, c'est plus 100... c'est un 140 chevaux, c'est plutôt 220 chevaux que ça prend pour avoir un essieu arrière avec la pleine capacité à 120 pouces, puis lever, mettons, 4 tonnes sur le hitch 3 points. Là. Alors, ça change la game. Là. C'est comme un 100 000 de piastres à mettre au bout du tracteur qu'on avait déjà. Pour tirer une arroseuse, ça n'a pas de bon sens. Pour tirer un planteur 8 rangs, ça n'a juste pas de bon sens. Donc, j'ai pris le temps de réétudier ça, puis de voir, coudonc, si on mettrait une coupe d'appui de bearing là, sur les essieux, il y a de la place en masse pour faire ça. Il y a moyen de patenter en affaire. Puis, à force de penser et réfléchir, j'ai fait les dessins, puis j'étais justement encore dans la télévision 3D. Je travaillais avec un ami qui faisait des brevets. Puis j'avais encore jamais vraiment écrit de brevet pour moi. Alors, à l'intérieur de ce projet-là, on en a profité pour écrire le brevet. Fait que j'ai écrit un brevet. C'était mon premier brevet, mon seul brevet que j'ai écrit sur ce renfort-là, de 1. Puis de 2, j'avais un autre ami au niveau des systèmes de traitement d'eau qui était super bon dans la modélisation 3D et des contraintes de métal. Fait qu'avec lui, on a fait ce qu'on appelle l'analyse des éléments finis. Donc, on a dessiné dans l'ordinateur toute la cuisse du tracteur avec le renfort, puis on a mis les contraintes pour voir comment est-ce que ça allait tordre, puis où est-ce qu'il allait manquer de métal, puis qu'est-ce que je pouvais changer dans mon design là, pour arriver à mes fins en fonction des forces appliquées pour le tracteur. Fait que ça a été un sacré beau projet d'ingénierie où est-ce que j'ai finalement utilisé mes connaissances que j'avais apprises à l'université. Bon, mais ça a pris du temps, ça a fini par servir. Oui. Puis, on en apprend des choses à l'université, mais on se dit que ça ne va jamais servir, puis tranquillement. Puis, tiens, dans mes derniers projets, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai affiché quelque chose pour le contrôle de la ventilation des silos. Je prends un genre de petit contrôleur, ça coûte 150$, puis ça se programme, ça peut être branché sur l'Internet. Si tu connais Agrilog, ils ont des boîtes de contrôle pour activer, désactiver les ventilateurs en fonction de l'humidité et tout ça. C'est quand même des équipements qui sont... c'est excellent ce qu'ils font, c'est très bien fait, mais je trouve que c'est quand même un peu cher là, pour ce que j'ai à en faire. Puis, je me suis dit que ce serait le fun de le programmer moi-même. Fait que là où est-ce que j'ai eu à ressortir des livres, c'était de comprendre la thermodynamique du grain. Alors ça, c'était un grand challenge. Moi, je t'ai équipé à Agrilog. Moi, j'ai le gros système, là, le Silog, là, comme la première année là, qui avait sorti son nouveau Silog, si on veut. Là. Mais tu sais, j'avais déjà... La subvention était déjà approuvée. Fait que, non, c'est un système que j'adore, par exemple, pour contrôler... Tu sais, quand arrive l'hiver, il faut que tu refroidisses ton grain. Puis pour réchauffer le grain, c'est quand la température commence à se réchauffer, tu y vas graduellement. Fait que le système, il le fait tout seul. Puis moi, quand c'est le temps de réchauffer le grain, je suis pas ici. Je suis à cabane à sucre, moi. Je suis occupé. Fait que le système, il gère tout ça à ma place. Fait que non, ça, c'est vraiment une petite merveille, là, le système Agrilog. Puis je suis sûr que ce que tu veux faire, ça va sûrement faire la job, là, mais c'est... La ventilation, c'est vraiment quelque chose qui était, je te dirais, de 1, méconnu, puis de 2, négligé. Oui, le côté négligé, je suis d'accord avec toi. Là, puis non, c'est important, puis c'est facile de sursécher un grain.
où c'est pas facile de réhumidifier un grain. Il y a beaucoup de... La mathématique qui est derrière ça, elle est tough. Elle est vraiment tough. Puis, c'est ça, j'ai creusé tous mes livres de thermodynamique là, pour m'y remettre un peu dedans. Là, puis, c'est de la grosse mathématique. Oui, c'est pas évident. Puis là, bon, sur la ferme, tu fais du billon. On t'a vu une couple de fois dans des reportages, puis je pense même à la Semaine verte, parler un peu de la santé des sols. Oui, c'est tellement important. De ça, là. Écoute, puis même que ton garage a servi de lieu de tournage pour la Semaine verte, justement, avec un reportage avec Louis Robert. Oui. C'est tout du monde super intéressant. Là. Louis aussi, c'est le fun de comment je peux dire, de débattre avec lui. On n'a pas besoin d'être nécessairement d'accord à 100% avec tout ce qu'il dit. Néanmoins, ça nous fait grandir dans notre réflexion. Oui, la santé des sols, c'est tellement important. Puis même, j'aimerais revenir un peu plus en arrière. Quel a été mon voyage le plus marquant? C'est avec Odette Ménard. Odette Ménard, à un moment donné, je ne sais plus comment ça s'est fait, là, mais grosso modo, on a été voir la ferme de David Brent en Ohio. Puis c'était avec l'équipe de Semi-Direct. Et de voir la ferme de ce monsieur-là qui était en semi-direct depuis 50 ans. Lui, son topsoil, c'est une affaire de 30 cm. Tu creuses avec une pelle, tu as 30 cm de terre noire. Tu vas chez son voisin, là, c'est tout jaune son sol. Et lui, il met plus de fertilisation synthétique. Il met un herbicide aux 3 ans. Son maïs, le rendement économique de son maïs est complètement fantastique. Alors, comment on fait pour arriver à des sols aussi vivants que ça, puis à des coûts économiques aussi faibles que ce qu'il peut faire au Québec? Alors ça, ce serait mon but là, d'ici les 10 prochaines années, d'arriver à un système agricole où est-ce qu'on utilise un minimum d'herbicides et qu'on arrive à retirer justement toute cette fertilisation synthétique là, qui aussi sont des gros générateurs de gaz à effet de serre. Alors, comment on fait là, pour améliorer notre agriculture d'un côté, puis ramener de la santé dans le sol? Remettre de la santé dans le sol, c'est aussi capter du carbone de l'air, ce qui va aider cet effet de serre qui est en train d'amplifier un dérèglement climatique partout dans le monde. Donc, l'agriculture a beaucoup à s'améliorer pour arrêter de nuire à l'environnement et peut encore faire beaucoup pour, au contraire, aider à l'environnement. Mais c'est tough, puis ça va prendre de l'aide puis des prix pour se rendre là. Puis ça, on y est pas trop non plus. Ouais, mais on s'entend que quand tu regardes la grandeur d'un champ, puis après ça, tu dézoomes sur Google Maps, tu vois que c'est pas ton champ qui va faire une grosse différence, là. Tout à fait. De là, l'importance de trouver des systèmes qui peuvent être le plus réplicables à grande échelle. Puis même si on ferait tous les efforts possibles et imaginables au Québec, on s'entend que c'est une vague de chaleur qui est pour passer, nous contournera pas, là. Tout à fait. Mais j'aime ça voir ça encore plus global, là. Puis un autre voyage que j'ai fait avec Louis Pérusse au Brésil, puis on était aussi avec Marc Lucotte, qui est un chercheur spécialisé dans la toxicité, puis le glyphosate à l'UQAM à Montréal, super intéressant. Ce qu'on comprend au Brésil, c'est que c'est soya après soya après soya. Et ils sont en train de lessiver leur sol, ils sont en train de trouver des nouvelles molécules pour toujours être soya back à back, parce que c'est la seule denrée qu'ils sont capables de vendre adéquatement. C'est avec ça qu'ils font le plus d'argent. Puis pourquoi ils font de l'argent avec ça? Ben parce que la Chine fait rien qu'acheter ça. Alors, tant et aussi longtemps que nos acheteurs ne seront pas conscientisés à l'importance d'acheter des denrées qui sont faites sur des pratiques éco-responsables, avec un signe de pièce qui vient au bout, ça ne va pas s'améliorer, là. Non, c'est ça. On produit les céréales, le maïs puis le soya parce que c'est tout ça qui est en demande. C'est en demande, puis le facteur c'est facile à faire. de réussite... C'est facile à faire parce que
vu que c'est en demande, la machinerie s'est spécialisée pour récolter ça. Si c'était le quinoa, ce serait spécialisé pour semer et récolter une quinoa, puis peut-être que ce serait un méchant paquet de troubles battre du soya. Ouais, c'est bon. Ouais, mais je reviens sur la récompense qu'on reçoit. La récompense est basée sur la qualité du grain, elle est basée sur l'efficacité économique qu'on a. Par contre, si on avait une plus grande récompense dans notre empreinte carbone, probablement qu'on aurait des décisions qui seraient différentes. Puis là, on va le voir, avec le prix de l'azote qui est très, très cher, les gens vont commencer à penser différemment. C'est ça, comme moi, je veux faire plus de blé d'automne, surtout, puis introduire un trèfle, faire un peu comme les producteurs bio, qui vont chercher le azote, surtout avec un trèfle ou un pois fourragé, peu importe. Vraiment y aller de cette manière-là. Même si l'engrais va redescendre, je pense que le problème, c'est que je le dis souvent, là, j'ai l'impression de me radoter plus que d'autres choses. Là. On a des racines vivantes, rien que 5 mois par année dans la terre sur les 12 mois de l'année. Fait que de là, d'avoir au moins de quoi après céréales qui va continuer à vivre. Tu sais, la vie amène la vie. Tu sais, en semi-direct, oui, OK, c'est correct, là, tu brasses pas ton terre, tu brasses pas ta terre, ça l'aide beaucoup pour la vie microbienne puis tout, mais si t'as pas d'engrais vert, c'est pas durable. Faut que tu aies des engrais verts, tu sais, faut que... Tu sais, un champ de foin, avant ça, les champs de foin, ils restaient en foin longtemps. Il n'y avait pas de problème. Fait que, il y avait tout le temps de la vie dans le sol, puis ça amenait beaucoup de vers de terre. Dans le temps, on s'entend qu'on n'était pas équipé pour faire du semi-direct. Il fallait labourer, parce que toute la machinerie était petite. Il fallait labourer. Quand on labourait, il y avait des mouettes à perte de vue. Mais aujourd'hui, des mouettes, on n'en voit plus. Là. C'est rare en tabarouette que tu vois des mouettes là, quand tu brasses de la terre. Oui, c'est vrai ça. Je n'avais pas remarqué. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais regarde, quand il y en a aussi, l'autre aspect aussi, mettons, côté agro-environnemental, là, tu sais, des fois, on voit des affaires. Bon, une bande riveraine pour le climat. On s'entend que tu ne reviras pas le climat de bord qu'une bande riveraine qui mesure 4 mètres de large sur un arpin et demi de long. Mais tu sais, puis c'est pareil, il y a bien des affaires qui tombent souvent sur le dos des pesticides. Mettons comme il y a moins d'hirondelles. OK, oui, mais c'est pas à cause des pesticides. C'est plus compliqué. Hein? C'est pas mal plus compliqué. Regarde, moi, dans le temps, là, quand on avait des vaches, puis j'allais faucher, quand je finissais ma journée, je me souviens, la faucheuse était pleine de bébites. Les hirondelles, c'est des insectes, c'est des oiseaux insectivores. Fait que si t'as plus de champ de foin, ben t'as pas mal moins de bébites. Fait que t'as moins de prédateurs pour venir les manger. C'est pas qu'à cause des pesticides. C'est à cause... Il y a un paquet de facteurs qui fait que la biodiversité, elle a changé ou quoi que ce soit, là. Ah, c'est sûr. Puis, tu vois, un aspect qu'on parle peu, c'est les lumières dans les zones urbaines. Les lumières fatiguent les insectes la nuit parce qu'ils vont faire le party à la boîte de nuit. Et ils sont donc moins efficaces le jour quand c'est le temps de travailler. Et il faudrait qu'on enlève toutes nos lumières de nuit. Puis quand je regarde mon quartier où est-ce que j'habite au village, là, il y a tellement de lumière partout. On n'est pas prêt de le faire. C'est un aspect. OK, tu habites au village, tu n'habites pas sur la ferme. Exact. Oui, mais je n'étais pas à l'aise à fabriquer une maison sur une de nos terres. Puis au village, là, c'est une maison qui est plus facile à acheter ou plus facile à revendre aussi aux besoins, là, si on a à se repositionner. Donc oui, je pense que ça, c'est un bon choix. Okay. Puis on est à 6 minutes là, de la ferme, donc c'est pas un grand enjeu. OK, ben ouais, non, c'est pas bien loin. Parce que ton père a encore la maison de la ferme, j'imagine? Il habite encore exact. Là? OK. Puis pour en revenir au niveau des insectes, puis même les bandes riveraines que tu parlais tout à l'heure, moi la question c'est comment on fait pour faire des bandes riveraines qui sont rentables et payantes. C'est ça la question qu'on n'entend pas. Non, moi j'en ai établi quand même pas mal des bandes riveraines. Puis je m'attends pas de recevoir une scène de ça. Je l'ai fait parce que je voulais le faire.
il y a un côté environnemental, oui. Côté climat, on s'entend que ça ne changera pas le climat. Mais moi, j'ai laissé une bande de, mettons, entre le plastique puis la décharge, si on veut. J'ai mis pas mal de trèfle. Fait que je laisse tout le temps le trèfle vraiment venir en fleurs avant de faire une fauche avec le tracteur à gazon. En ayant beaucoup moins de champs de foin qu'il n'avait dans le temps, il y a moins de fleurs, fait que moins de nourriture pour les abeilles, les abeilles ou les insectes pollinisateurs. Fait que ça donne un petit coup de main là, aux insectes, si on veut. J'essaie de faire ma part de ce côté-là. Mais de là à dire rentabiliser, non, je suis pas là-dessus. Moi, je l'ai fait. On a une subvention pour ça. Je l'ai fait. C'est vraiment de gaieté de cœur que je l'ai fait. Moi, je fais des bandes riveraines arbustives. Puis ça donne que mes décharges sont sur mes bouts de champ, pas loin du cintre. En plus, le cintre, moi, mes cintres sont jamais beaux. Fait que même que s'il y en aurait moins grand de semer, c'est pas tellement grave, là. Puis vu que je fais des arbustes, ben les arbustes, eux autres, ils viennent en fleurs, il y en a qui viennent en fruits. Là, ils commencent à avoir des gins aromatisés avec le fruit qui s'appelle l'aronia. Puis ça vient d'un arbuste, l'aronie noire. Peut-être que je pourrais récolter quelques fruits puis faire quelques piastres, mais c'est vraiment pas là-dessus que je mise, là. Puis aussi, côté biodiversité, on en revient. L'année passée, je marchais une bande riveraine, puis à un moment donné, j'ai vu un oiseau qui est parti à la course, mais vraiment, je l'ai vu parce que tu l'entends pas, puis je suis pas certain, je pense que c'était la femelle du goglu des prés. Je l'ai déjà vu dans les champs, ça sauve, ça fait vraiment pas de bruit. Puis cette bande riveraine-là, ça donne que c'est pas du trèfle, mais c'est vraiment plus de la graminée qui pousse dedans. Donc, s'il y a de la graminée un peu plus clairsemée, ils ont de la place à faire un nid, ils ont de la place, puis l'herbe est longue pour qu'ils puissent se camoufler aussi en même temps. Donc, ça donne... Elle peut couver ses œufs, elle peut les nourrir en étant protégée des herbes longues chaque bord. Tu sais, dans le temps, là, on faisait jamais la coupe de foin quasiment avant Saint-Jean-Baptiste. Fait que les oiseaux migrateurs, ils avaient le temps de faire le nid dans le foin, puis que les petits puissent sortir du champ avant que la faucheuse arrive la première fois. Là, à cette heure, la faucheuse, elle rentre de bonne heure dans le champ parce qu'il ne faut pas que la lusine vienne en fleurs. OK. Mais je reviens quand même fondamentalement, que ce soit les bandes riveraines rentables, comment on fait pour les rendre rentables pour que tout le monde veuille en faire? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce que si toi puis moi, on en fait puis que c'est pas rentable, OK, c'est pas grave, c'est le fond, on a fait notre part, mais en bout de ligne, ça ne fera pas la différence. Pour que ça fasse une différence, il faudrait que tout le monde en fasse, puis pour que tout le monde en fasse, c'est que ça va être rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dans la sauce pour que ça devienne rentable? Là, on a une subvention pour établir la bande riveraine. Mais il me semble qu'il y avait eu des annonces qui étaient faites il n'y a pas tellement longtemps que ceux qui ont fait des bandes riveraines, il y aurait une paye à tous les ans, mettons, pour la garder. Il me semble que j'ai parlé avec quelqu'un de ça, puis il m'a dit, ouais, quand ils ont vu... Ah, c'est ça, oui. Quand ils ont vu le prix du soya, puis que ça coûtait, ils ont commencé à rejouer du crayon, puis voir comment est-ce qu'ils pourraient payer moins, parce que ils commençaient à trouver que ça coûtait pas mal cher. Ça reste que de la subvention, pour moi, fondamentalement, c'est du BS. Oui. Puis, comment on fait pour avoir une agriculture sans subvention, sans BS, pour que ce soit rentable? Je crois que c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse. Puis regarde, je te dis ça, là, c'est la grande philosophie, là. Puis en bout de ligne, on n'y arrive pas parce que les commerces internationaux est bâti d'une manière que les grandes entreprises veulent avoir des denrées à pas cher. Fait que pour réussir à survivre à travers ça, finalement, ça prend des subventions, mais que ce sont des subventions cachées, parce que sinon, en tout cas, je ne sais pas si tu connais toute cette poutine-là, là. Mais maintenant, les gouvernements sont capables de rétribuer pour des services environnementaux. Et au dernier congrès de l'UPA, en décembre dernier, je crois, on avait justement la présidente de l'équivalent de l'UPA de la France qui était bien fière de nous dire qu'il recevait quelque chose comme 375 $ par année par hectare pour faire de l'agro-environnement, là.
Je sais pas si tu as suivi la série à Amazon Prime, à Prime Video, je veux dire, Clarkson Farms. Jérémy Clarkson qui a une émission qui s'appelle Top Gear. Puis lui, il s'était acheté une ferme, puis là, son gérant de ferme, il a pris sa retraite, puis il a décidé de cultiver lui-même les terres. Mais il y avait des terres qui étaient obligées de laisser comme en fleurs. Il était subventionné pour ça. Il laisse des champs en fleurs pour les insectes pollinisateurs. En Angleterre, ils ont des programmes pour ça. Oui, mais ça reste que c'est de l'argent du gouvernement. Oui, c'est vrai. Le gouvernement, il est supposé payer les professeurs, les médecins, les routes, l'armée. Puis c'est le monde qui mange qui sont supposés payer ces affaires-là. Mais oui, enfin, c'est... Bref, comment mieux gérer cet argent-là? Comment... Je sais pas. Ouais, c'est pas évident, là, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, je le fais pas pour avoir des subventions. On en a pour l'établir, c'est correct. Mais, tu sais, je le fais parce que je voulais le faire. Tu sais, il faut que tu veuilles, là. Tu sais, si tu veux pas le faire, là, c'est sûr que t'en mettras pas. Moi, comme je te dis, avoir des bandes riveraines à faire tout le long d'un champ, sur du sens à longueur, sur 25-30 arpents de long, je pense que ça me chicoterait peut-être un peu plus. Fait que là, quand c'est rien qu'un arpent et demi à la fois, c'est moins achalant, mettons. Il faudrait que je refasse le compte de toutes les bandes riveraines qu'on a à gérer chez nous, là, mais il y en a quand même pour la peine. Puis, tout à l'heure, je parlais d'innovation. Mon père fait partie d'un projet où est-ce qu'on a planté des frênes de Pennsylvanie. Et je devais pas être bien vieux là non plus, là. Donc, on a planté 1 000 de long pour faire une haie brise-vent. Puis, c'est quoi? Ça fait peut-être 2 ans qu'on a coupé les arbres parce qu'ils étaient tous morts à cause de la grille du frêne. Puis, en bout de ligne, là, ça nous a coûté 15 000 $ se débarrasser des arbres sur 1 000 de long. Or, c'était tout sauf rentable. Donc, pendant 35-40 ans, les arbres ont graffiné la batteuse, on les a taillés, puis on a été pris avec des souches à gérer. Donc, ça, non. C'est pour ça. Moi, mon père l'avait déjà fait, lui, le long d'un champ, justement. C'était un chêne rouge, un peuplier hybride. Un chêne rouge, un peuplier hybride. Puis là, le peuplier hybride, là, ça pousse vite, c'est le fun, là. Mais au printemps, là, le vibro, il venait bourré de branches. Fait que là, t'as tout le temps de la branche dans le vibro, puis maintenant, on a fini par toutes les couper. On a planté ça, je pense, en 89. Puis des alentours de 2000-2001, il était déjà tout enlevé, là. OK. Et pourtant, c'est un apport environnemental intéressant, puis on aurait dû être capable de vendre du bois à un moment donné, puis bon, ça s'est pas fait parce que la planification n'était pas bonne à l'époque, parce que le modèle d'affaires n'était pas encore en place. Donc, il y a tout ça à bâtir, à repenser, puis c'est pas facile. C'est pas facile. Je crois qu'en France, ils ont des efforts justement pour faire de l'agroforesterie, à replanter des arbres d'une manière avec des entreprises qui sont spécialisées, avec des acheteurs de bois qui veulent avoir du bois français pour leur production française. Alors, il y a vraiment une monétisation qui est faite qui rend la chaîne de valeur et de production intéressante pour planter du bois. Ouais, puis il y a des essences d'arbres qu'il ne faut pas mettre non plus. Là. Moi, j'ai un voisin de terre, lui, c'est de l'érable argenté qu'il a mis. Puis ça, de l'érable argenté, là, ça te fait une méchante grosse place de racines, puis ça tire la terre, là. La terre, elle descend, là. Puis si tu as ça sur le bord du chemin, je te jure, là, au bord du chemin, le ministère rajoute de l'asphalte aux 2 ans vis-à-vis des arbres. Parce que ça creuse, puis le chemin descend, puis il rajoute de l'asphalte. OK. Bon. Non, mais je sais pas, moi, c'est quoi les sortes d'arbres qu'on a pris, nous autres. On avait du chêne. Ça va me revenir tout à l'heure. Je tâcherai de... Enfin, on a pris 3-4 essences sur un cours d'eau qu'on a fait, là. Sur à peu près 800 mètres de long. Mais là encore, on n'avait pas encore cette réflexion de ça va être payant là, dans 40, 50, 60 ans. On a juste fait ça pour être gentil, là, puis avoir un peu d'arbres sur nos champs. Mais c'est ça, les prochaines que je veux faire, je veux avoir un modèle d'affaires
puis des entreprises intéressées dans le projet, puis aller chercher de la captation de carbone dans tout ça pour qu'on arrive à être aussi payant que presque du maïs. OK. Bon, Guido. Ensuite de ça, tu me disais que tu es maintenant aussi vice-président dans l'UPA de Rouville. Dans le fond, c'est de la MRC de Rouville, c'est ça? Oui, c'est le syndicat local. Oui, de fil en aiguille, là, finalement, on m'a tiré là. Mais en réalité, c'est quand même intéressant. Là encore, quand on réfléchit à la santé des sols, à la santé de notre société, quel est le tissu social qu'on veut avoir? Ça, c'est ma grande réflexion. Là. Je fais de la grande philosophie. Là. Où est-ce qu'on veut emmener notre société québécoise dans les 100 prochaines années? Et en étant impliqué dans l'UPA, ça permet de voir comment les gens pensent, comment les choses se structurent. Il y a quand même pas mal de bon monde qui s'implique d'un côté, puis dans les employés à temps plein dans l'UPA, il y a aussi de beaux talents qui sont là pour nous enseigner, nous guider aussi dans nos fonctions, puis ça donne de belles opportunités là, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Tout ça, ça m'a aussi permis de parler quelquefois là, avec M. Groslot, qui avait aussi une belle vision de l'agriculture dans son implication autant avec UPADI, là, Développement international. Tout à l'heure, quand je parlais des problèmes qu'on a de la manière que les accords commerciaux sont faits, on a pu échanger quelques idées avec M. Groslot sur la question, comme quoi que dans la mesure où c'est comment ça s'appelle? World Trade Organization, WTO, qui impose un peu son principe de commerce international. L'agriculture est mal barrée. Donc, bref, en étant impliqué dans cette UPA, ça me permet de penser à ces choses-là, puis commencer à me faire une tête à savoir où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on veut aller comme société. Est-ce qu'on va avoir des grandes fermes? C'est quoi? Où est-ce qu'on s'en va là avec notre tissu social? De là le début d'une réflexion. Donc là, président du Club Action Semi-Direct, vice-président de l'UPA de Rouville. T'es-tu impliqué aussi dans d'autres organisations? Je suis sur le conseil d'administration des producteurs de grains de Montérégie-Sud-Est. OK. En fait, j'ai commencé par les producteurs de grains Montérégie-Sud-Est qui m'ont amené vers le syndicat local. Ça aussi, c'est pas mal intéressant là, de voir comment sont positionnées les subventions, quels sont les enjeux autour de la production des grains. Puis quand même, les productions de grains, de mémoire, c'est quoi? 70% des superficies agricoles québécoises sont en production de grains, là. Alors, c'est pas des peanuts, là. Si on veut avoir un impact sur notre environnement, ça se passe dans les grains, là. Le siège que tu occupes, dans le fond, à l'UPA de Rouville, est-ce que c'est via les producteurs de grains ou c'est parce que tu représentes la ville de Saint-Césaire? Enfin, j'ai comme deux postes. Un qui est en tant que producteur de grains, puis l'autre qui est vice-président de Rouville. OK, non, c'est beau. Tu es là-dedans à cause que tu es producteur de grains. Là. Oui, mais j'ai aussi le poste vice-président. Oui, non, ça c'est correct. Non, OK, bon. Good. Hey, Jean-François, il n'y avait pas une autre chose que tu voulais me parler comme une espèce de tissu social, là, un leg pour les prochaines générations. Là, tu m'en as parlé un peu avant de commencer à enregistrer. Ouais. Ben oui, quand on y pense, là, il y avait un chiffre qui m'a surpris dernièrement, que j'avais appris, c'était que Bill Gates était le plus grand propriétaire de terres agricoles. Je me souviens plus si c'est pour l'Amérique du Nord ou pour le monde, là, mais plus grand propriétaire de terres agricoles. Puis c'est aussi le plus grand actionnaire de John Deere. En tout cas, un vient ensemble, c'est pas pire. Ouais, mais c'était peut-être avant son divorce. Là, maintenant qu'il s'est divorcé, c'est peut-être différent. Néanmoins, il y a quand même une stratégie derrière ça. Bon, je ne veux pas rentrer dans les histoires de conspirationnistes. Puis une autre donnée qui est intéressante, j'entendais, c'était l'État de l'Iowa. C'est quelque chose comme 50% des terres qui sont en location. OK?
Fait que je ne sais pas c'est quoi les chiffres au Québec, là. Puis peut-être que ça se peut que ce soit des agriculteurs qui ont des compagnies à numéros qui se relouent les terres, qui font que les chiffres sont comme ça. Néanmoins, est-ce qu'on veut avoir un Québec agricole avec des locataires de terre dans les prochaines décennies, dans le prochain centenaire? Alors, il est plus que temps qu'on réfléchisse à quel genre de loi, quel genre de réglementation, quel genre, ou pas, au contraire, peut-être qu'on est très content avec le fait que ce sera de plus en plus de grosses entités qui vont avoir la possession des terres, puis les gens vont simplement être hyper spécialisés dans des créneaux particuliers pour rendre les fermes les plus optimales possibles. Mais personnellement, ayant grandi sur une ferme familiale, je reste convaincu que le patrimoine qu'on développe là, depuis certaines générations, c'est important, ça c'est cher à notre cœur. Et je crois qu'il faut qu'on trouve des méthodes pour protéger ce tissu social-là. J'entendais des gens à travers les réunions et les gens que je rencontre là, dans l'UPA qui disaient qu'ils avaient eu des conférenciers qui leur disaient que quand les fermes sont trop petites, ça végète, puis les gens doivent travailler à l'extérieur, ça va pas très bien. Quand on arrive à une certaine grosseur, les fermes deviennent bien rentables, puis ça fonctionne bien. Puis à un moment donné, elles deviennent tellement grosses que là, elles achètent plus aux dealers du coin, elles achètent directement des fabricants, elles passent à côté de tous les réseaux de distribution qui sont en place, qui justement soutiennent notre tissu social en campagne. Et tranquillement, nos campagnes finissent par se mourir. Alors, je pense pas que c'est là qu'on va y aller. Puis, il y a une autre donnée qui fait peur, je ne sais pas si ça doit faire peur ou ça doit nous réjouir, mais il y a un ancien premier ministre qui a déjà dit qu'il y avait une vision du Canada à 100 millions d'habitants. Fait qu'on prend notre population, on multiplie par 3, là. Qu'est-ce qui se passe au Québec avec 3 fois plus de monde? Ça ferait quoi? Ça ferait 18 millions peut-être, 18, 20 millions. Ah non, on est rendu quoi? À 8 millions, ça fait 24 millions. Mettons 24 millions d'habitants au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Comment nos fermes vont se positionner? Écoute, faut qu'on commence à y penser parce qu'à un moment donné, il va être trop tard, puis voilà. 24 millions d'habitants au Québec. Il n'y aura pas le choix. On va être confinés tout le temps parce qu'ils vont manquer de monde dans les hôpitaux. Là, ça n'a pas d'allure. J'avais pas vu de même. Ouais, c'est sûr. Ça va prendre d'autres hôpitaux, là. Ça prend pas que des hôpitaux, ça prend du monde aussi dedans. Ouais, tu sais, quand tu parles de la grosseur des fermes, à un moment donné, des fermes grossissent, mais tu sais, une ferme avec des animaux, bon, là, tu peux te débrouiller quand même pas pire avec des Guatémaltèques ou des Mexicains. C'est souvent des Guatémaltèques, je te dirais. En grande culture, moi, personnellement, ceux que je connais qui ont des Guattes, principalement, c'est jamais des belles expériences quand ils mettent ces tracteurs. Fait que là, je vois une ferme de grande culture, OK, on va aller dans la main-d'œuvre étrangère. Tabarouette, si tu viens te scraper à la job, là, tu peux pas te reprendre la semaine d'après parce que là, tu viens de manquer ta saison complète. Là, on tombe on est comme rendu dans un point, je pense que, comme moi, dans mon cas, j'ai 470 acres ou 190 hectares à peu près. Mais tu sais, je travaille tout seul, j'ai pas d'employé. Ça va juste bien, c'est juste correct. Je pourrais peut-être en prendre un petit peu plus, mais encore là, avec avec l'érablière, là, ça vient me drainer du temps aussi, là. Fait que là, ceux qui sont bien gros, quand tu as une bonne équipe d'employés, c'est correct. Mais là, comme tu disais tantôt, tu sais, des fois, l'agriculture, c'est comme aller à la chasse. Faut pas que tu manques ton tir. Mais il y en a que des fois, au lieu d'aller à la chasse, ils restent couchés. Fait que là, quand tu arrives dans une période de rush, tu as 2-3 employés qui rentrent pas, ça vient fucker ton setup pas mal, là. Fait que de là, du monde qui vont monter à 10 000 acres, je penserais pas que ça arrive, parce que là, à un moment donné, ça prend de la machinerie, ça c'est un détail, mais c'est le monde, ça prend du monde aussi pour runner les machines. Ça prend des points du monde. Ça prend des bons opérateurs. Là, on tombe peu le... C'est des machines qui valent des milliers de dollars, fait que tu vas avoir du monde fiable là-dessus, puis là, on dirait que le monde fiable, souvent, il y a d'autres entreprises qui sont prêtes à payer pas mal plus cher pour les avoir, fait que
tu te retrouves tout le temps, un peu l'expression, le cul à l'eau là, avec ça. Fait que là, de là avoir des fermes ultra grosses, je sais pas si... On s'en vient vers là parce que veut pas, il y a de moins en moins de fermes. Fait que... il y en a, tu sais... Toi, c'est pas pire, t'as voulu reprendre la relève de la ferme de ton père. Si t'avais pas voulu, peut-être que ce serait quelqu'un d'autre qui cultiverait la terre aujourd'hui, là. Tu sais, c'est tout ça, tu sais. Puis si ton fils veut pas reprendre la terre, ben là, c'est quelqu'un d'autre qui va la cultiver. Puis c'est quelqu'un aussi qui a déjà des terres. Parce que si tu fais une relève non apparentée, j'ai lu dans Terre de chez nous dernièrement, quelqu'un il a acheté une terre non apparentée. Fait que la personne l'a aidé. Puis après un certain temps, ben, il a décidé de vendre. Puis il a vendu au gros prix, là. Fait que là, ceux qui l'ont aidé à starter, comme se sont fait carrément fourrer, là, si on veut, là. Fait que tu sais, c'est... Puis une ferme, bon, la ferme familiale, c'est combien d'animaux, ça, une ferme familiale? C'est quelle grandeur de terre, ça, une ferme familiale? Je sais pas. Il faut que ça soit débattu. Ford, il appelle encore ça une compagnie familiale. Quelle compagnie? Ford. Ah, ouais. Fait que, tu sais, on peut débattre là, des jours et des jours, savoir c'est quoi la définition d'une ferme familiale. C'est la ferme, d'après moi, c'est la grandeur dans laquelle t'es bien, là. Oui. Mais... je serais curieux de voir un peu partout dans le monde quelle est la grandeur d'une entreprise familiale, justement, puis c'est quoi les justes milieux. Il me semble que j'entendais des gens en Russie, en Ukraine, qui disent que, justement, ils ont des immenses fermes, puis c'est pas très bien fait. Non, mais eux autres, la ferme familiale, elle n'existait pas parce que les terres, tout appartenait à l'État, puis c'était des fermes d'État. Ouais. Fait que la ferme familiale, eux autres, ils n'existaient plus, là. Fait que une fois quand le bloc soviétique a tombé, ben là, tous ceux qui étaient capables d'avoir de la terre, ils n'ont eu de la terre, puis ils n'ont eu en tabarouette de la terre, là. Oui, mais bon, d'un côté, on voit que le prix des terres augmente, on veut avoir plus d'efficacité. Est-ce qu'on veut aussi aider la relève? Puis si on reprend les dernières communications des producteurs de grains, qu'est-ce qui doit être fait pour aider la relève? Puis c'est devenu un point central là, dans les discussions à l'UPA. Qu'est-ce qu'on doit faire là, pour notre relève? Est-ce que avec le prix des terres qui augmente de plus en plus, est-ce qu'au contraire, une stratégie Pangea ou est-ce qu'on a des financiers qui amènent des capitaux pour prendre possession des terres? Puis ensuite, on a des opérateurs intelligents, si je peux dire, là, bien formés, qui vont avoir la machinerie pour exécuter ce genre de choses-là, ou est-ce que les capitaux sont d'extérieur? Est-ce que c'est ça la voie de l'avenir? Oui, les tracteurs autonomes, entre autres, là. Les tracteurs, avec les tracteurs autonomes, là, John Deere, ils l'ont au dernier CES de Las Vegas, justement. Oui. As-tu vu la photo que j'ai publiée dernièrement où est-ce que c'était deux petits tracteurs avec des semoirs 4 ans en arrière? Oui, j'ai vu passer ça, oui. Parce que je crois que ça a plus d'allure. Comme stratégie de tracteur autonome, c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins de compaction, c'est plus flexible, c'est moins d'investissement. Il y a quand même un enjeu qu'on veut avoir une cabine quand on veut changer de tracteur de champ, là, cependant. Mais je crois que la réponse des grands tracteurs, c'est sexy, ça fait beau, mais peut-être que c'est la vraie solution dans les tracteurs autonomes n'est pas vraiment là. Mais pour en revenir à notre tissu social, si toutes les terres sont en location dans une cinquantaine d'années, que ce sont toutes, disons, la Coop fédérée qui est à la tête de tout le tissu social, est-ce que c'est une bonne chose? Puis, enfin, il faut qu'on se pose la question. Et de toute façon, on va en reparler tout à l'heure quand on parlera du Japon, là, parce qu'au Japon aussi, ils ont une structure où est-ce que tout est centré autour de leur coop fédérée, là. Et enfin, voilà. Fait qu'il y a une coop fédérée du Japon et non la coop fédérée de Québec. Tout à fait. Japan Agriculture. Ouais, mais on en reparle tout à l'heure, de toute façon. Oui.
Puis là, ensuite de ça, toi, dans ton coin, quelque chose de nouveau, un peu comme dans notre coin aussi, mais vous êtes rendu avec une Kuma. Oui. Hey, ça faisait longtemps que j'en parlais dans mon coin. Mon père m'en parlait depuis longtemps. Puis j'ai dans mes amis, puis même dans Facebook, il y a un certain Charles Marcil qui est pas trop loin de chez nous, qui en a parlé, puis qui a fait coller la sauce autour de chez nous pour qu'on parte finalement notre Kuma de Rouville. Puis on a dernièrement, on est en train de faire l'acquisition là, d'un épandeur à fumier. L'année dernière, on en a loué un pour se démarrer. Puis là, cette année, on sort le chéquier, on achète notre première machine. On est en train de recruter quelques membres supplémentaires là, pour finir de poteler ça pour la prochaine année. Enfin, pour le prochain pour le prochain contrat de 5 ans. Puis, on est aussi à la recherche de trouver si quelqu'un voulait partir d'autres branches pour d'autres machines. Est-ce qu'on pourrait partir... tout à l'heure, je regardais quelqu'un qui serait intéressé par un semoir à culture de couverture. Personnellement, j'aurais aimé avoir des machines pour couper les branches tout autour des boisés. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Des rouleaux brillants, des rouleaux lisses. Des cribleurs aussi qui ont été demandés. Bon, mais maintenant, pour chaque machine, on a quand même besoin d'un nombre critique de gens qui veulent s'y investir. Alors, de façon générale, on va avoir 4, 5 personnes qui vont être ensemble pour une branche donnée. Et c'est pas juste de lever la main dans son coin, mais c'est aussi de créer un petit groupe qui va être capable de s'entendre pour décoller une branche, en effet. Parce que, justement, l'hiver passé, quand que Charles Marcel avait écrit ça dans un groupe qui voulait partir une Kuma dans le coin, ben moi, ça a comme allumé la chandelle de mon bord. Je dis, ouais, je pense qu'il y a une bonne idée, puis je vais faire pareil de mon bord. Puis on a été 2 Kuma l'année passée à vraiment partir, puis que 2 Kuma où on a eu droit aussi aux subventions d'initiatives ministérielles. Il y avait la vôtre, puis la nôtre. Les 2 Kuma, dans le fond. Fait les 2 Kuma qui ont été partis, on était les deux, là. Ben, on était comme les 2 projets les plus sérieux, là. Pas eu trop de difficulté à trouver des partenaires, là, parce que c'est ça l'enjeu, là. Moi, par chez nous, j'ai encore pas mal de producteurs de lait. Fait que j'ai plusieurs. On a déjà 2 branches qui sont parties avec des rouleaux prismatiques puis une semeuse là, à l'air avec un APV dessus là, pour semer du foin. OK. Et puis, il y en a un, lui, il est comme impliqué dans 3 fermes, là. Fait que, il a acheté un équipement, dans le fond, pour ces 3 fermes. Sauf que le but, c'était surtout de faire grossir la Kuma. Tu sais, avoir plus de branches. Fait que, même s'il est comme tout seul avec son équipement via ces 3 fermes, mais au moins, tu sais, il aurait pu l'acheter tout seul de son bord, là. C'était pas un problème, mais... c'était plus pour faire upgrader la Kuma. Puis moi, de mon bord, j'étais avec 2 autres producteurs. Là, on a signé des contrats d'engagement la semaine passée. Puis nous autres, c'est un épandeur d'engrais Salford qu'on s'était acheté. Ben, qu'on s'est acheté. C'est pas nous autres qui achètent, c'est la Kuma qui achète. C'est comme les silos à grains à Coop. Ils t'appartiennent pas, ils appartiennent à Coop. Fait que tous les équipements appartiennent à la Kuma. C'est un épandeur traîné que vous avez pris? Un épandeur traîné, oui. Avec une rampe de 60 pieds, c'est une rampe à l'air. Oh. Puis c'est un... je sais pas si tu connais un peu la technique One Shot de chez William Wood. Non. Ils mettent tout l'engrais avant de semer. À voler. C'est l'épandeur que ça prend pour mettre... Pour mettre des grosses doses d'engrais, là. Ça peut débiter, le Salford, là, ça peut débiter 1000 livres à l'acre à 8000 à l'heure. OK. Fait que, puis aussi, en avant, il y a un compartiment pour mettre de la petite graine, par exemple, pour mettre du trèfle, des affaires de même. Moi, quand je vais faire utiliser mon blé d'automne, mon trèfle, il va être dans la même machine. Il ne sera pas mixé dans l'engrais. OK. Puis, enfin, le point est que vous avez une rampe solide, ça vous permet d'avoir une répartition uniforme de tout l'engrais à la grandeur des 60 pieds. Surtout avec des formules complexes, parce que des épandeurs comme le Amazon ou le Kubota, peu importe, c'est bon, mais avec un produit à la fois. Quand tu arrives avec un produit, un mélange sur prescription, NPK, ben chaque élément ne va pas à même distance.
Surtout que si tu y vas extrêmement large. Ouais, ben justement, je suis en train de magasiner un épandeur à la volée, puis mon objectif, c'est de travailler sur 100 pieds. Puis là, ça donne que 100 pieds, ça fait 30 mètres, puis ça arrête à 28 mètres pour lurer. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? il faut que je recreuse la question un peu plus. Là. Puis, il n'y avait pas de machine qui faisait 100 pieds? Avec les rampes à l'air? Oui. Non. Ils ont une option qui peut monter à 72 pieds, mais pas 100 pieds. Ah là là, j'en demande trop. Ouais, mais là, avec des tubes de 3 pouces, ça commence à faire de quoi de pesant, là. Oui, c'est sûr, mais pour respecter ma gestion de la compaction, pour respecter l'arroseuse, tout est en 20 pieds ou 100 pieds. De là, l'intérêt, là. Ouais, je comprends, là, le pourquoi, là. Enfin. Donc, ouais, un des grands enjeux de la CUMA, c'est de trouver du monde puis leur faire comprendre qu'en bout de ligne, ça va être rentable. Mais il y a aussi un effort de coup de foudre à donner là-dedans. Comment j'ai dit ça tout à l'heure? Je parlais avec quelqu'un, j'ai dit c'est un peu comme un mariage, là. Écoute, au début, elle est bien belle, puis non, éventuellement, on va chicaner un moment donné, mais bon an, mal an, on va s'en tirer, puis bon an, mal an, ça va être une bonne affaire, là. Et il va falloir mettre de l'eau dans son vin à un moment donné, puis peut-être que des fois on perd, mais des fois on va gagner. Alors, voilà. C'est ça. C'est de trouver aussi des bons partenaires, là. Mais tu sais, à un moment donné, des fois, là, c'est comme aller vivre en appartement quand tu t'en vas à l'école. C'est quasiment mieux d'aller vivre avec un étranger que de vivre avec ton grand chum de gars. Des fois que le grand chum de gars, ça risque que tu risques pas mal de te pogner avec. Tandis que si tu t'en vas avec un étranger, ben vous apprenez à vivre ensemble, puis ça va bien. Ouais, puis il faut mettre de l'eau dans son vin dans tous les cas, c'est sûr. Oui, c'est bien normal. Puis, dans la mesure où beaucoup sont habitués d'avoir seulement leur machine, puis l'avoir selon leur carte volonté, c'est un effort de cohésion qui doit être fait, là. Puis, dans ma présentation que j'ai faite pour le public, là, j'ai fait la liste de toutes les choses qu'il ne faut pas faire dans une CUMA. Puis une des choses, c'est toujours vouloir être servi le premier, toujours avoir raison, ne pas communiquer adéquatement, ne pas inspecter sa machine. Donc, c'est le genre de choses que on le sait, là, faut faire attention, on travaille en équipe. Puis pour que ça aille bien, mais il faut être capable de communiquer. Puis si on n'est pas capable, ben, peut-être qu'il ne faut pas faire partie de la CUMA. Mais de façon générale, si on n'est pas capable de communiquer, il y a un problème aussi. Ouais, mais tu le vois quand il y a bien du monde dans ta paroisse que tu connais, puis tu sais comment est-ce qu'ils sont. Fait qu'il y a bien du monde, probablement, que si tu vois qu'il pourrait être dans le CUMA, là, ouais, je pense que il serait peut-être mieux pas qu'on l'accepte, là, tu sais. Ouais, j'ai une réflexion là-dessus où est-ce que, en fait, si on achetait la machine à deux, c'est sûr qu'on va s'arranger pour trouver quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Mais la CUMA donne cette structure-là où est-ce que éventuellement chaque action va être monétisée. L'inspection, le stockage, la maintenance, puis, dans les inspections, on va voir que si quelqu'un a été brise-fer avec la machine, ça peut être monétisé. Puis, éventuellement, si on a des gens qui ne déclarent pas leur superficie ou leur volume adéquatement, on peut mettre des senseurs sur la machinerie. Ouais, puis, je crois qu'il y a moyen de bien suivre ça, là. Oui, c'est ça. Nous autres, éventuellement, on va installer des carnotes dessus là, pour bien suivre toutes les opérations de machine. On n'est pas rendu là, mais éventuellement, si on a un trop grand, large public, c'est là qu'il va falloir être sévère. Oh oui. Ben moi, j'avais assisté à une représentation de Valentin de l'année passée. Puis il montrait ça, c'est le bidule Carnot. Là, puis il y a un GPS là-dedans, tu sais où est-ce que la machine s'est promenée, puis tout. Puis non, c'est vraiment bon. Parce que, mettons, tu as un champ de... Mettons, tu as un vibro en CUMA. Tu as un champ de 25 acres. Mais là, la personne a décidé qu'elle faisait le taux de champ mieux pour refermer l'arrêt de chaurie comme il faut. Fait que, tu sais, il y a un champ de 25 acres, mais il en a reçu 35. Mais il va payer pour 35 acres. Parce qu'elle a usé pareil, là, la machine. Là. Tout à fait.
Oui, puis c'est bien ce qu'ils ont fait chez Carnot, là. Moi aussi, j'ai bien étudié leur machine, là. C'est simple, il y a de belles innovations dans ce qu'ils ont fait. C'est un beau succès, ça. Oui. Éventuellement, oui, on va être rendu là aussi avec notre Kuma, là, mais une chose à la fois. Parce que nécessairement, c'est un coût supplémentaire qu'on rajoute. C'est une maintenance, c'est pas une maintenance, mais c'est une opération de bureau supplémentaire, donc on rajoute des frais, là. Et on réduit l'efficacité économique, mais de l'autre côté, il ne faut pas se faire fourrer non plus. Ouais, ben d'un autre côté, je veux dire, si la personne qui fait la facturation, elle a tous les ancrages, elle n'a pas besoin d'appeler puis de s'ostiner avec la personne au bout de la ligne. Elle a vraiment l'ancrage qu'elle a fait, fait que tu sais, elle va probablement gagner du temps aussi à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je crois. Oui, c'est un très bon point. Donc, c'est tout dépendant de la structure, du nombre de gens, tout à fait. C'est de là la compréhension que je disais tout à l'heure, là, où est-ce que dans une CUMA, tout peut être défini avec un signe de pièce et simplifié, mais tout ça finit par quand même avoir un certain coût. Donc, si on est pour travailler 2 personnes, on n'a pas besoin de toute cette structure-là, mais moindrement qu'on grandit, moindrement qu'on connaît moins les autres, qu'on n'a pas cette confiance ancestrale, ben la CUMA, c'est un superbe outil, là. Ben surtout, c'est un concept qui est français, en plus. Ouais, c'est pour ça que ton fait. père avait bien envie de ça. Oui. Oui, il était content aussi qu'on embraye ça. Puis je parlais avec un vendeur de machinerie ontarien, puis il n'avait jamais entendu parler de ça, puis il dit « Hey, c'est donc bien une bonne idée! » Non, c'est vraiment juste au Québec, ça, les CUMA. Il y a même un organisme qui s'appelle CUMA Canada, mais ils sont présents juste au Québec, là. Ah, OK. Parce que je me disais justement, il y a CUMA Canada. Il doit être ailleurs au Canada, mais bon, finalement, non. OK. Non. Ben le site est juste en français aussi. Donc, ouais. Ah, je n'avais pas remarqué ça. Tout à fait. Hey, quand on va dans les expos champs ou au salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe, des fois, on passe en avant d'un kiosque où est-ce que tu es là, puis il est écrit en arrière Consuligence. Ça, c'est un start-up que tu as. Ou est-ce que tu vends des GPS, des lasers, des trucs du genre? On est dans la haute technologie, là. Ah, je ne sais pas si on peut appeler ça la haute technologie, là, mais oui, comme je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, là, à l'origine, là, consuligence, consultation, intelligence. Quand je suis revenu du Japon, j'étais plutôt consultant, puis j'ai utilisé cette coquille-là pour commencer à importer des trucs. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé par quelques lasers, puis plus d'équipements laser là, pour le nivellement. Puis après pas mal de recherches, j'ai fini par trouver une compagnie qui avait un certain bon sens là pour faire du guidage GPS. Fait que oui, maintenant, je mets en marché le système d'autopilotage de la compagnie Alinav là, à travers ma bannière, ma compagnie Consuligence. Mais je voudrais changer le nom pour Infiniag. Il me semble que ce serait plus agricole, ça. Mais j'ai juste pas eu le temps de changer le nom. Ça existe pas déjà, ce nom-là? Ça me dit de quoi? Ben, je l'ai enregistré, puis il faut croire que non. Là. Ah, OK. Ah, ben, peut-être t'as-tu fait une recherche sur Google, mettons? Oui, sur Google, puis j'ai enregistré le infiniag.com, là, ça m'appartient. Mais écoute, ça marche avec Consuligence. Fait que pour le moment, je le laisse comme ça. Puis, en fait, ouais, de un, c'est intéressant d'amener des solutions qui sont vraiment abordables, là, en cherchant un peu. Puis, ça permet aussi de rencontrer des gens à travers le Québec. Là. C'est le fun d'avoir vendu des systèmes, là, que ce soit d'un côté de Québec jusqu'à Saint-Cloud de l'autre côté. Là. Je pense que j'ai une vingtaine de fermes qui sont équipées avec ça, puis il y a probablement 5-10 fermes qui vont se rajouter là, dans les prochaines semaines. Et peut-être plus encore. Là. C'est le temps que les gens se décident. Est-ce qu'ils ont une tour à eux autres pour ça? Ou ça marche avec le réseau des tours là, de Camnet? On déploie notre propre base RTK. Une base RTK, écoute, ça vaut, je vends ça 2000$. Okay. C'est branché sur le réseau Internet. Ça s'appelle la technologie N-Trip. Puis c'est
tout ce qu'il y a de plus standard là, dans le déploiement de l'information RTK, là, de la correction de signal GPS par la technologie RTK. Et ouais, c'est ça. Donc, pour 2000 $, c'est pas grand-chose de s'équiper. Là. Non, à ce prix-là, c'est sûr que non. Puis, ça peut-tu peut-être oublier de le changer après un certain nombre d'années parce qu'il va être désuet ou... Bonne question. Tu vois, moi, j'ai une base RTK pour mon système AgLeader, puis elle est juste GPS, elle n'est pas les autres constellations, puis elle commence à me bugger. Puis justement, j'étais chez Inotag aujourd'hui en rapport à ça. Là. Je crois que il y a des nouveaux signaux qui vont éventuellement venir avec les satellites qui sont en train de déployer. Donc, probablement que dans 10-15 ans, on va être ailleurs dans la technologie de positionnement. Mais pour les 10 prochaines années, je crois que ce qu'on déploie actuellement est très correct. Là. On est multi-constellation, ça veut dire qu'on lie les satellites américains, chinois, européens, puis russes. Là. Fait que ça ne peut pas être plus compliqué que ça. Là. C'est sur les 2 fréquences. Donc, écoute, c'est la totale. Là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là. Puis du côté tracteur, par contre, là, on a un terminal qui est basé sur Android. Donc, c'est une plateforme relativement standard. On a 2 antennes sur le toit, un volant électrique, un capteur d'angle dans la direction du tracteur. Donc, c'est basic, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire de la belle ligne droite puis de la précision. Maintenant, c'est sûr que si on compare avec les autres systèmes, là, que ce soit John Deere, Trimble, Topcon, ils ont tout ce qui est de la technologie ISOBOS, ils ont des gestionnaires de champs qui sont nettement supérieurs. Mais bon an, mal an, pour aider la petite et moyenne entreprise agricole, ce qu'ils ont besoin, c'est faire de la ligne droite, puis de commencer au plus tôt, puis d'arriver à faire ça à bon marché. Et ça, cette solution le permet. Alors pour ça, je trouve que c'est vraiment le fun de voir les gens s'équiper, là, puis commencer à penser à faire du positionnement de leurs graines année après année, faire un genre de strip till, de zone till, être capable de faire plus facilement du sarclage en bio aussi. J'ai beaucoup de clients qui sont de ce côté-là. Ça, c'est beau à voir. Et puis, quelqu'un, mettons, qui a un GPS Trimble, par exemple. Toutes ces lignes sont déjà dedans. Puis, moi, celui que j'ai, c'est déjà sur une plateforme Android. Est-ce que les lignes peuvent être transférées du Trimble à l'INAV? Oui. Attends, ils me l'ont dit. Je pense qu'ils ont fait le transport. Je crois que c'était pour Topcon, mais je ne sais pas s'ils avaient fini pour Trimble. Alors oui, ils sont en train de travailler sur des outils de transfert de lignes. Est-ce que ça supporte toutes les plateformes? Non. Mais de façon générale, les clients qui sont les plus intéressés sont les petites fermes qui n'ont pas encore de système ou ceux qui ont une grande ferme et qui veulent juste rajouter un autre GPS pour un tracteur qui sert moins souvent parce que le système est moins cher. Donc, dans ces cas-là, ça ne leur dérange pas vraiment de refaire un nouveau point AB puis pas avoir à gérer toute la communication qui est autour du transfert du point AB. Puis on parle de combien à peu près pour un système de même? Ce que je vends actuellement, c'est 10 000. Avec la base RTK? Avec la base pour mettre sur le garage, mettons? Les 3 prix importants, là, le kit tracteur, c'est 10 000. La base RTK, c'est 2 000. Puis si on veut transporter notre volant puis notre tablette sur un autre tracteur, le kit câblage antenne, c'est 1 000 $. OK. Donc, j'ai beaucoup de soumissions là, qui partent à 13 000 $ pour, mettons, un tracteur et demi, là, si on veut. Puis ce que je dis, c'est que de façon générale, tu as ton tracteur de printemps qui est un tracteur plus léger, puis ton tracteur d'automne qui va être un tracteur beaucoup plus lourd. Ou, ouais, c'est ça. De façon générale, on a un tracteur qui est plus lourd à l'automne pour faire des travaux plus lourds. Puis, écoutons, tu as une couple de mois pour transférer l'écran puis le volant. Donc, ça se fait très bien, là. Dans mon cas, sur ma ferme, j'ai mon tracteur lourd qui est équipé avec ça, puis je le transfère sur la moissonneuse-batteuse. Et je commence à vieillir, là. J'ai dépassé le cap du 50, donc mal à l'épaule, puis le fait de pouvoir lâcher le volant de la batteuse, ça m'a
coupé de beaucoup mon stress physique là, des opérations de battage. Ça, c'est vraiment agréable. Il semblait que tu n'avais pas besoin de ça. En étant sur billon, la batteuse reste entre les buts, non? Oui, mais je peux partout en billon. J'ai certains champs qui sont à plat, puis même à ça, là, écoute, quand je sème mon blé, j'ai comme 2 pouces, j'ai même pas 2 pouces de lousse, là. Donc, c'est important de rester bien positionné. Puis aussi, quand tu repiques la batteuse dans le champ, c'est tellement plus simple et agréable à voir avec le GPS. Tu cliques sur le bouton, la machine s'enligne, puis t'es pile poil, tu refais demi-tour ou tu skippes un ou 2 passages, là, surtout dans le soya. Puis on arrive toujours pile poil aux voies de passage. Et ça fait sauver du temps, là. Puis toi, ton soya est au 30 pouces? Ça va dépendre des hybrides, là, des variétés. J'ai les variétés qui sont un peu plus hâtives. Je suis comme pogné à passer 2 fois avec mon planteur à maïs là, pour faire des rangs jumeaux. Parce que si on prend un Hana là, chez Prograin, à 30 pouces, ça ne performe pas très bien. Vaut mieux faire un rang jumeau ou un 20 pouces là, pour s'en tirer avec ces sortes-là. Donc, moi, avec mon setup, je préfère les semer là, avec 2 passages au planteur. Ben, au moins, c'est pas pire. Tu fais de l'achat local, Prograin, c'est à Saint-Césaire. Tout à fait, tout à fait. Puis, pour aller livrer, c'est facile. On prend nos boîtes à grains, on va porter. Puis, quand on vend le maïs, c'est beaucoup chez F. Ménard. Fait on prend notre boîte à grains, on va porter là-bas aussi. Même chose pour le blé. Donc, il n'y a pas tant de stock qu'on a à faire transporter par camion. Là. Ça coûte pas mal les coûts de production. Ben, chez Ménard, dans le fond, c'est à Ange Gardien. Ange Gardien puis Saint-Pie. On est pas mal à mi-chemin entre les deux. OK, à Saint-Pie aussi. OK, ça, je savais pas. Ils ont un plan qui est pas mal efficace à Saint-Pie. Ouais, puis à Ange Gardien aussi. Là. OK. Ah, ben, c'est Colin. OK, je savais pas ça. Puis, avec Consuligence, t'as aussi des kits pour faire du nivelage au laser. T'as-tu un kit pour faire du nivelage au GPS? Je regarde, j'ai un fabricant qui veut me proposer quelque chose, mais j'ai pas les instructions adéquates, là. Et la différence de prix, grosso modo, un kit pour niveler au laser, là, on parle de 6 000 $. Okay? Donc, quelqu'un qui a des retouches à faire à gauche, à droite, là, c'est un très petit investissement, puis bon, ça fait pas mal la job. Si on va avec les grands systèmes, je crois qu'on parle plus de 50 000 $. Quelqu'un qui a déjà sa base RTK, son récepteur, puis je crois que les gens d'Inotag ont quelque chose dans les alentours de 12 13 000 $ là, pour leur moniteur, mais il faut déjà tout avoir le kit aux alentours. Mais bon, bref, j'ai trouvé un autre fabricant qui aurait peut-être quelque chose dans les alentours de 15 000, mais j'ai pas encore toute la certitude qu'on atteint les objectifs pour faire du nivellement 3D. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis en marché, là, mais éventuellement, ça va venir, oui. OK, mais tu ne l'as pas commandé pour l'essayer encore, là. Non, ben, tant que je n'ai pas l'information adéquate. Puis du côté des Chinois, là, c'est pénible. C'est pénible dans le sens qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un nivellement en 3D. Ils ne comprennent pas qu'on doit... Quand on veut faire un nivellement simulé au laser, on a besoin de rentrer une pente avec des orientations puis des paramètres très précis, puis j'arrive pas à leur faire comprendre des choses aussi simples que ça. Fait que tant que j'aurais pas ma recette gagnante, je veux pas les mettre en marché. OK. Bon, hey, dernier sujet, Jean-François. En 2018, tu as fait un voyage vraiment agricole. Tu es retourné au Japon, mais là, c'était vraiment un voyage agricole. Là, tu t'étais concentré sur l'agriculture. Tu es resté là longtemps, mais tu étais en ville, tu n'allais pas dans la campagne. Mais là, tu t'es vraiment intéressé à ce qui se fait d'agricole là-bas. Tout à fait. En fait, dans mes 10 ans, là, je prenais le train, puis je regardais avec les champs de riz, je regardais les champs, les serres, puis j'avais tellement... Je voulais toujours aller voir les fermes agricoles, mais j'ai pas pu tellement en voir. Quoique.
Puis là, c'est ça. Il y a 2 ans, je me suis dit, hey, il faut voir ce qui se passe. Puis dans ma philosophie, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait convaincre nos acheteurs à valeur ajoutée, comment payer plus cher pour une denrée qui a été produite de manière éco-responsable, en semi-direct, sur des sols vivants, puis avec une rotation saine. Ça doit avoir une valeur. Mais pour ça, il faudrait encore que le marché local japonais comprenne cette valeur-là, puis qu'éventuellement, on puisse y mettre un prix. Donc, pour voir si cette théorie-là pourrait s'appliquer, il faudrait déjà aller voir comment ça se passe au Japon. C'est quoi les grands critères, les grandes voies de l'agriculture japonaise. Puis, bon, j'ai fait quelques appels. J'ai trouvé, entre autres, par l'ambassade de France qui faisait justement un genre de colloque de l'agriculture français invité pour faire même partie d'un panel où est-ce qu'on a parlé d'agriculture. Puis là, j'ai même dit dans une salle qui était remplie d'amateurs de bio que les OGM peuvent être un outil fantastique pour conserver la vie des sols. Alors, tu peux t'imaginer que la température de la pièce a baissé de 2-3 degrés, là. Néanmoins, c'est important d'en parler parce que la santé des sols, le fait de ne pas travailler le sol, si on se permet de prendre un herbicide de temps en temps pour reprendre le contrôle plutôt que de faire un labour, écoute, on est quand même plus avantagé. Donc, ce discours qui peut être vu d'une manière un peu fâcheuse pour les gens de la ville, il faut quand même le soutenir, il faut le ramener. Puis, bon, ça a été une belle plateforme pour en parler. Puis, à travers ça, ils m'ont matché avec un agriculteur français qui, lui aussi, voulait faire une grande tournée du Japon pour aller voir différentes fermes et voir, c'est ça, qu'est-ce qui était d'intéressant au Japon. Puis, de fil en aiguille, finalement, c'est moi qui ai organisé son voyage. On a passé à peu près 12 jours du nord du Japon. On a été en Hokkaido, on a été dans Nagano et on a été voir quelques fermes expérimentales, quelques gens qui étaient dans le vin, dans le riz, dans les pommes de terre, dans le maïs soufflé. J'ai vu un producteur là, qui a démarré une ligne de produits de maïs de popcorn. Super intéressant, là. Vraiment dynamique, donc de belles entreprises et aussi pour mieux comprendre comment est-ce que le tissu social se lie autour de l'agriculture japonaise. Là encore, là, c'était assez intéressant. Je ne sais pas si tu avais une question autour de ça, là, mais je voulais faire le lien aussi avec notre UPA puis notre coop fédérée. Au Japon, ils ont JA, c'est Japan Agriculture. L'agriculture japonaise, c'est contrôlé par un genre de mix UPA, coop fédéré, Desjardins. Vous mettez tout ça ensemble, là, puis ça, c'est JA, là, Japan Agriculture. Ils ont des hôpitaux, des concessionnaires, des ports pour importer ou exporter les denrées. Écoute, ils contrôlent pas mal toute l'agriculture, qui fait que les machines agricoles, je pense qu'ils ont 12 ans de pièces. Après 12 ans, il n'y a plus de pièces pour leurs machines agricoles parce que ça fait tourner l'économie des fabricants d'équipements agricoles. Toutes les semences sont contrôlées par l'achat de cette coopérative centralisée. Mais en même temps, ils sont très liés avec le ministère de l'Agriculture du Japon. Donc, toutes les lois sont aussi liées à travers ça. Et quand on fait le lien avec la politique, de mémoire, je crois que c'est quoi? 80% des agriculteurs sont des agriculteurs du dimanche. Ah oui? Ils ont un ou 2 hectares, puis ils vont planter le riz la fin de semaine dans leur petit lopin de terre, qui fait que la politique agricole est largement basée sur comment faire plaisir à ces agriculteurs du dimanche pour recevoir des votes. Et donc, il y a beaucoup de subventions qui sont autour de ça, là. Donc, il y a certaines incohérences là, dans le système japonais qui fait que il faut faire attention dans tout ce qu'on voit. Néanmoins, dans le côté plus positif, il
il y a c'est ça, des gens qui essaient de sortir du système et qui essaient de développer de la valeur ajoutée comme ce qu'on parlait là, des pop-corn. Le gars a carrément développé sa ligne de produits. En faisant ça, il est sorti du système de subventions japonaises. Puis les subventions, tout à l'heure, on parlait de la France, c'était 450. Au Japon, c'est dans les milliers de dollars hectares là, qu'ils reçoivent là, en subventions annuelles. C'est complètement fou, là. Puis pour ne pas produire du riz, il y avait des subventions qui pouvaient aller jusqu'à 7 000 $ l'hectare. Les enjeux, c'est que des compagnies comme Nissan, Toyota veulent exporter des voitures à l'étranger. Pour compenser, ben le Japon doit se mettre à importer du riz de la Thaïlande ou je ne sais quel pays. Alors, le Japon doit baisser sa production de riz. Pour baisser la production de riz, il donne des cadeaux aux agriculteurs du Japon pour produire autre chose. Et de là, ces volumes d'argent qui sont quand même très importants. Mais dans comment je peux dire, dans l'économie japonaise, ça reste que c'est vu comme étant très petit parce que la production automobile est très importante là, pour l'économie japonaise. Mais ça me paraît un peu malsain. C'est quand même un gros fabricant, là, pareil, un gros fabricant automobile, le Japon. Là. Plusieurs marques d'auto qui viennent de là. Oui. Mais si on se souvient un peu, nous autres, il n'y a pas très longtemps, on n'a pas un gouvernement qui a laissé rentrer un peu plus de lait américain pour de l'automobile. Puis, quelques mois plus tard, il n'y a pas une couple de usines qui se sont mis à fermer ou des jobs qui sont mis à se faire perdre. Puis, on n'a pas aussi des accords commerciaux là, qui sont en train de se mettre en place pour que finalement les voitures électriques se fassent fabriquer aux États-Unis et non au Canada. Alors, ouais, mais reste que le Canada est un pays de matières premières. On est le seul pays du G8 qui n'a pas sa marque de char. Oui et non. Là. Je pense qu'il y avait une marque qui était un peu loufoque. Là. Mais néanmoins, le Canada a toujours réussi à tirer son épingle du jeu en travaillant avec des compagnies qui viennent s'implanter ici. Puis ben, finalement, un petit peu en crossant le système, en revendant des voitures japonaises fabriqué au Canada pour les Américains. Là. Mais à date, il me semble que dans le monde de l'automobile, le Canada tirait relativement bien son épingle du jeu. Puis dans les pièces, il y a la compagnie Magna, je crois, qui est très, très importante là, au point de vue global. Donc, ouais, c'est quand même relatif. Là. C'est plus le fait que ce sont des jobs qui sont assez bien payés. Mais ça va être de plus en plus difficile, là, considérant que la compétition chinoise va être de plus en plus importante. Si tu as vu la voiture Polestar. Oui, j'ai vu ça, une voiture électrique, le Polestar, oui. C'est une voiture chinoise. C'est une chinoise, ça? Oui. Alors, c'est un genre de joint venture où est-ce que Volvo a été racheté par une compagnie chinoise. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie Volvo dans ça. Mais en bout de ligne, c'est quand même une fabrication chinoise. Là. Puis il y a plusieurs autres compagnies qui sont en train de débarquer. Or, toute l'agriculture qu'on a cédée aux Américains, c'est pour combien de temps? Là? Donc, il faut faire attention là, quand on laisse passer l'agriculture. Là. Nécessairement, il faut qu'on repense à notre... on en parlait tout à l'heure dans la politique internationale, comment faire pour détacher l'agriculture du commerce international. Puis ça va être central pour réussir à protéger notre environnement d'un point de vue global. Là. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on va produire le moins cher possible des denrées pour que les multinationales là, puissent acheter leur lait puis leur grain pour le moins cher possible. Et puis, il n'y aura pas d'efforts subséquents qui vont être faits là, pour vraiment protéger l'environnement, je crois. Tigidou. Bon, écoute, ça fait quasiment 2 heures, Jean-François. Oh, ouais. J'essaie de penser, il y avait d'autres points importants sur mon voyage au Japon, là. C'est ça, en agriculture, les gens de bio vont quand même trouver ça intéressant. Là. Il y a 2 points, il y a 2 visions de l'agriculture bio au Japon. Il y a l'agriculture qu'ils appellent naturelle, puis il y a l'agriculture biologique. Alors, il y a cette conception de l'agriculture qui n'est pas nécessairement bio, mais qui est naturelle, donc sans intrants, mais sans certification, qui est quand même quelque chose d'intéressant au Japon.
Puis aussi, toujours dans le bio, il y a un certain monsieur, j'ai oublié son nom, c'est monsieur Fukuda? Non, c'est Fukushima. Ah là là. Enfin, c'est un des grands fondateurs de l'agriculture naturelle où est-ce que lui, il prenait des graines, il les enrobait dans des boules d'argile pour les semer à la volée. Et grosso modo, il faudrait qu'on développe des traitements de semences avec de la poussière d'argile pour nous aider à semer à la volée de manière plus efficace. Bref, lui, sa technique, c'était sur le non-travail de sol, non-intervention des sols et vraiment observer la nature. Et je crois que le nom de son livre, c'est un brin de paille. Si vous cherchez là un brin de paille sur l'Internet, ça devrait sortir. Ce serait un livre à lire et beaucoup de concepts agronomiques à développer. Donc, c'est l'aspect agricole du Japon, c'est quelque chose à étudier. Ah là, je suis en train de déparler, je m'excuse. Donc oui, c'est un aspect de l'agriculture japonaise qui va être intéressante à voir. Du côté moins glorieux, les PAF, ils n'ont pas vraiment de PAF. C'est un pays d'importation, donc la majorité de leurs grains sont importés pour la production laitière qu'ils ont, puis pour la production des viandes, parce qu'ils ont quand même beaucoup de bœuf et de porc produits au Japon. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est fou le fumier qu'ils vont étendre sur les superficies qu'ils ont, qui fait que je suis pas sûr qu'ils passeraient le PAF qu'on a, mais en contrepartie, ce qui se passe, c'est que leur sol est tellement rempli. C'est un sol qui est volcanique, qui est rempli d'aluminium, qui fait qu'ils sont capables d'absorber beaucoup plus de phosphore dans leur sol. Alors ça m'avait pas mal surpris. Voilà. Ah, c'est un sol qui est plutôt volcanique là-bas? Oui, ben le Japon, c'est une crête, c'est une crête volcanique, là. C'est particulier comme sol. Donc, ce sont quand même des sols qui sont très riches, là. De mémoire, c'est quoi? C'est 70-80% de la superficie du Japon qui sont des montagnes. Puis, c'est quoi? 120 millions d'habitants qui vivent sur 20-25% de la superficie. Puis là-dessus, il y a une bonne partie qui est en superficie agricole, là, qui fait que les espaces sont quand même très précieux. Mais en contrepartie, la population est en décroissance. Donc, on commence à voir des terres en friche dans certains endroits au Japon. Puis... Sais-tu comment ça se vend, un hectare de terre au Japon? Hey, tu vas rester surpris, là, mais dans le temps, c'était une affaire de 30 000 $. Puis à Saint-Césaire, c'est plutôt, dans le temps, c'était comme 40 000. Fait que c'était moins cher au Japon que à Saint-Césaire. Ah ouais, OK, tabarouette. Pourquoi? Ben, dans leur tissu social, dans leur réglementation, il y a juste un agriculteur qui a le droit d'acheter une terre agricole au Japon. OK. Donc, dans la réglementation, fait que c'est pas n'importe qui peut acheter des terres, donc il n'y a pas vraiment d'investisseurs qui vont se mettre en place. En fait, dans mon voyage, j'ai rencontré un Canadien avec sa femme chinoise qui ont réussi à acheter une terre alors qu'ils n'étaient pas agriculteurs. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté la terre d'un agriculteur qui s'est suicidé et que personne ne voulait aller cultiver ces terres parce que, bon, c'était maudit. Autrement, ils n'auraient jamais pu acheter une terre là-bas. Ah ben, Colin, ah ben. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de réflexion sur le tissu social, sur quelles réglementations qu'on pourrait mettre en place au Québec là, pour aider notre relève, ben c'est un peu c'est un brin de réflexion à mettre dans l'arrière de notre cerveau. Puis là, je regarde le Japon, là. Puis, tu vois ça, les champs, c'est quand même assez bien fait. C'est tout vraiment rectiligne, là. C'est pas un peu comme tout croche comme en France, je te dirais, là. T'as-tu vu pas mal de Kubota là-bas? Ou c'est vraiment du John Deere, du Case, d'autres choses? Les grandes marques américaines, on va les voir sur les grandes surfaces. Les grandes surfaces, c'est sur l'île de l'Hokkaido complètement au nord, ou la préfecture au nord qui s'appelle Aomori. Puis, c'est quoi l'autre à côté? Hachinohe, je crois. Ah non, Hachinohe, c'est une ville. C'est Aomori, puis Akita.
Akita. C'est ça, c'est les 3 préfectures où est-ce qu'on va voir de la grosse machinerie. Pour le reste, là, c'est du Isuzu, Kubota, puis Yamaha, Mitsubishi. Peut-être même que Honda fait des petits tracteurs. Là. J'essaie de me rappeler là, dans les petites marques. Là. Faisait des tracteurs à gazon dans le temps, en tout cas? Oui. Mais c'est ça, dans les petits tracteurs, il y a toute une panoplie de produits qu'on n'est pas habitué à voir là, ici. Jean-François, je te remercie énormément pour tout ton temps. Écoute, 2 heures de podcast, c'est pas rien quand même, là. Es-tu en train d'enregistrer, là? Oui. Ah, pardon, OK, oui. Oui. Ben, écoute, c'est un plaisir, en espérant. Donc, pour tout le monde, je vous dis à la prochaine, puis à bientôt. Salut!